Vous venez de voir un message de la famille Senna da Silva, vous l'avez vu, remerciant les innombrables supporters et admirateurs d'Ayrton de par le monde pour toutes les marques de sympathie dont il a été l'objet. Actuellement, derrière nous, ici sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, tous les pilotes sont réunis à l'avant de la grille pour rendre hommage à Roland Ratzenberger et à Ayrton Senna. Alain Prost, la Formule 1 a vraiment traversé une série noire avec ce Grand Prix de Monaco aussi, cet accident du malheureux Karl Wendlinger. Alors, quel est l'avenir de la Formule 1? La fédération a réagi. Est-ce que cela va dans le bon sens? Est-ce qu'il n'était pas déjà trop tard? On peut dire qu'il était trop tard puisqu'il y a quand même eu mort d'homme. Mais je crois que dans ces cas-là, il faut qu'au moins ça serve à quelque chose. Et c'est vrai que les mesures qui ont été prises, même si elles sont certainement pas parfaites pour l'instant, elles ont eu le mérite d'être prises. Et je crois qu'il y a une réunion demain entre les constructeurs. Elles peuvent être améliorées pour le futur. Et je crois que ça servira de toute façon à la Formule 1. En tout cas, tous les gens ont compris qu'il n'y a que dans le dialogue qu'on pouvait faire avancer les choses avec les pilotes, avec les constructeurs. Et je crois que même les médias peuvent avoir leur rôle à jouer. Et c'est tout l'avenir de la Formule 1 qui est en cause. Mais je crois qu'on devrait repartir sur des bases beaucoup plus saines. Merci Alain. On vous retrouve tout au long de ce Grand Prix de Monaco en direct sur TF1. Je vous propose maintenant de faire le point sur cette course et sur les derniers essais libres, le warm-up de ce matin, avant de nous intéresser plus précisément aux détails de la grille de départ de ce Grand Prix de Monaco. Ce matin, les conditions étaient optimales. Soleil voilé, température idéale 25 degrés, piste sèche. Mika Häkkinen s'élance et s'empare rapidement du meilleur temps. 11h04, Damon Hill part en tête à queue, roue arrière bloquée au freinage, le Britannique repartira, mais sans dommage pour la voiture. 11h09, apparition d'un tuyau sur le casque de Michael Schumacher, un système qui va lui permettre de s'hydrater durant le Grand Prix. La Benetton est en condition réelle de course, mais le pilote allemand rentrera au stand pour repartir avec une voiture plus légère en essence. 11h26, Jean Alesi réalise le 6e temps, 1:23,259. Un peu plus tard, 11h28, Damon Hill s'empare de la deuxième performance, 1:21,458. Häkkinen est toujours leader. Mais ce sont dans les toutes dernières minutes de la séance que le duel tant attendu s'enflamme entre Michael Schumacher et Mika Häkkinen. 1:21,560 pour le Finlandais, on croit que c'est acquis, puis 1:21,294 pour Michael Schumacher. La hiérarchie des essais qualificatifs est respectée. Le talentueux Schumacher s'impose finalement de quelques centièmes.
La séance d'essais libres de ce matin nous a donné un avant-goût du scénario que nous allons vivre dans quelques minutes. Voilà, alors nous sommes toujours sur la grille de départ et il y a un moment très émouvant. Tous les pilotes sont venus là. Tous les pilotes sont venus là pour rendre un hommage à Ayrton Senna, à Roland Ratzenberger, pour prier pour que notre ami Wendlinger se rétablisse. Ils sont tous là recueillis. Évidemment, il est très difficile de leur demander quelque chose en ce moment. On sait que ce sont des hommes, mais que dans quelques instants, ils vont se livrer à fond parce que la course reprend ses droits et que je vous propose donc, avant de passer à l'actualité, de voir comment se sont passés les essais et donc l'actualité de la grille de départ. La première ligne sera vide en hommage à Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Deuxième ligne donc, Michael Schumacher et Mika Häkkinen. Troisième ligne, Gerhard Berger, Damon Hill. Quatrième ligne, Jean Alesi, Christian Fittipaldi. Cinquième ligne, Gianni Morbidelli, Martin Brundle. Sixième ligne, Pierluigi Martini et Mark Blundell. Septième ligne, Ukyo Katayama, Michele Alboreto. Huitième ligne, Eric Comas, Andrea De Cesaris. Neuvième ligne, Rubens Barrichello, Johnny Herbert. Dixième ligne, Gigi Leto, Olivier Beretta. Onzième ligne, Pedro Lamy, Olivier Panis. Douzième ligne, Eric Bernard, David Brabham. 13e et dernière ligne, Bertrand Gachot et Paul Belmondo. Retour sur la grille de départ de ce Grand Prix de Monaco. Nous sommes en première ligne avec la Benetton de Michael Schumacher en pole position, la McLaren Peugeot de Mika Häkkinen également sur cette première ligne. Jean-Pierre Jabouille ici à Monaco, c'est un peu inattendu, c'est une performance de choix en tout cas de la part de McLaren Peugeot. Bien oui, franchement après 4 courses, être en première ligne, eh bien on peut être que satisfait, surtout après les résultats d'Imola où on avait terminé la course. Donc franchement pour nous c'est parfait et j'espère que là en course tout va très bien se passer. La course est une autre histoire, ça va être très long. Alors est-ce que vous prévoyez des ravitaillements, des changements de pneumatiques, à peu près à quel moment? Oui, on en prévoit et de toute manière je pense que comme très souvent à Monaco, tout va se jouer un petit peu au départ. Merci Jean-Pierre Jabouille. En tout cas, la McLaren Peugeot est en première ligne. Celle de Martin Brundle n'est pas très loin sur la 4e ligne. Ils ont déjà marqué des points au championnat du monde. Je vous propose maintenant de découvrir le classement du championnat du monde de Formule 1. Premier, Michael Schumacher, 30 points. Avec ses 3 victoires, l'homme à la Benetton dispose désormais de 23 points d'avance sur les seconds. Rubens Barrichello, n'ayant pas couru à Imola, se retrouve désormais à égalité avec Damon Hill, le seul représentant Williams à Monaco. 7 points pour les deux pilotes. Quatrième, ils sont 2 et font partie de la même équipe, la Scuderia Ferrari. Gerhard Berger et Nicola Larini, 6 points. Ils sont 4 à se retrouver à égalité en 6e position avec 4 points. Jean Alesi, dont c'est le retour, Mika Häkkinen, Ukyo Katayama et Karl Wendlinger. 10e, Christian Fittipaldi et Sanna Rose, 3 points. 11e, Heinz Harald Frentzen avec la seconde Sauber, 2 points. Et 12e, Eric Comas avec sa Larousse qui ferme la marche avec 1 point. Nous sommes avec Jean Alesi qui est en train de s'équiper, de mettre sa cagoule anti-feu, son casque. Jean qui évidemment a attaqué ce Grand Prix avec beaucoup d'émotion lui aussi, d'autant plus que c'est sa rentrée en Formule 1. Jean, je pense que, d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens et que vos espoirs sont vers une Formule 1 vraiment sportive et où on limite les dangers? Bon, déjà, je ne comprends pas vos questions. Je suis sur la grille de départ, vous me parlez de règlement. Moi, je peux vous parler éventuellement de ce qui risque de se passer maintenant, mais ne me posez pas des questions de règlement, c'est complètement dingue. Alors, est-ce que ici, les Ferrari ont fait quelque chose de correct? Quels sont vos espoirs pour cette course? Les espoirs, c'est bon, de surtout finir la course, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes aérodynamiques ici. Et puis, bon, ce sera une course difficile. Ok, merci Jean, allez-y. On comprend que c'est difficile. Nous sommes avec Jean Todt ici. On nous a peut-être posé une petite question à Jean Todt. Lui voudra sans doute parler un peu plus des règlements, d'autant plus qu'on sait que Renault et Ferrari se sont impliqués dans ce combat. Est-ce que Jean, vous pensez que la lutte va dans le bon sens pour l'amélioration de la sécurité et l'amélioration du sport en Formule 1?
il est clair qu'il faut déjà bien analyser tout ce qui a pu se passer. Donc il y a un côté émotionnel qui a prévalu, mais à côté de ça, on sait très bien qu'il faut travailler beaucoup au niveau de la sécurité des circuits, au niveau de la sécurité pour les pilotes et pour voir ce qu'il y a lieu de faire sur les voitures. Donc dès Barcelone, des mesures ont été prises qui, selon nous, vont dans le bon sens. Et demain, il y aura une réunion technique pour commenter toutes les propositions qui ont été faites par la FIA. Alors essayons de penser au sport. Quels sont vos espoirs pour Ferrari ici à Monaco? Nos espoirs, c'est de mettre les deux voitures dans les points, puisque depuis le début de la saison, on a été 3e au Brésil, 2e à Aida et 2e à Imola. Donc on aimerait bien avoir les deux voitures dans les points et puis les mieux placés possibles. Ok, merci Jean Todt. Nous allons donc suivre la course avec Jean-Louis Moncet, Johnny Rive et Alain Prost. Et pendant cette course, vous verrez le jeu évidemment top position. On rappelle des règlements. Attention, pendant le Grand Prix de Formule 1 en jouant avec .S et TF1 au top position, gagnez une semaine à Rio pour 2 personnes, ainsi que 4 pneus, 4 jantes et la remise en état de vos freins et de vos amortisseurs offert par .S. Pendant la course, soyez bien attentifs. À 3 reprises, vous verrez apparaître ce signal. Notez chaque fois le nom des 3 pilotes en tête du classement à cet instant précis. Reportez vos résultats sur le bulletin que vous trouverez dans les centres.s ou sur papier libre et envoyez votre réponse avant vendredi minuit ou tapez 3615 TF1. A tout de suite pour le Grand Prix et pour le jeu top position avec .S. Alors avec Pierre Van Vliet et toute l'équipe de TF1, nous allons maintenant essayer vraiment de penser au sport pour nous changer les idées. Et d'ailleurs Pierre Van Vliet, vous voyez, est en combinaison de pilote. Pourquoi Pierre Van Vliet, vous êtes dans ces déguisements? Eh bien parce qu'avec les nouveaux règlements concernant les ravitaillements, vous le savez, après le drame d'Imola, il y a aussi eu des mécaniciens qui ont été blessés Imola, vous le savez, avec les arrêts au stand. Eh bien nous sommes maintenant tout à fait protégés contre le feu éventuellement. Et nous serons au-dessus des stands pour essayer de vous informer le plus complètement possible de ce Grand Prix, du déroulement de ce Grand Prix de Monaco. Voilà, on vous retrouve tout de suite avec Johnny Rive, Jean-Louis Moncet et Alain. Bonjour à toutes et à tous, et si vous prenez l'écoute de TF1 à cet instant, eh bien vous savez que nous nous apprêtons à vivre le Grand Prix de Monaco en direct, ce Grand Prix qui sera le 4e de cette saison 1994, alors que s'affiche sous vos yeux, s'affichait le classement des pilotes de Formule 1. Vous savez également que depuis le Grand Prix du Brésil 1984, ce sera le premier Grand Prix de Formule 1 qui se disputera sans un immense champion qui nous a quittés il y a 15 jours, et j'ai nommé Ayrton Senna. Vous savez aussi que Roland Ratzenberger nous a quittés également. Vous savez que Karl Wendlinger, autrichien lui aussi, est en train de lutter sur son lit d'hôpital, et je vous engage à penser à lui. L'enjeu de ce Grand Prix de Monaco est désormais différent de ce que nous avons connu depuis le début de la saison. Et il faut souligner que la pole position a été attribuée à Michael Schumacher et que sa première pole position, et que de ce fait, eh bien, tout est particulièrement ouvert. La compétition est grande ouverte et il peut se passer beaucoup de choses. Premièrement, à cause donc de la pole position de Michael Schumacher. Deuxièmement, la position en première ligne du Finlandais Mika Hakkinen, c'est sa meilleure place. Et puis c'est également la meilleure place du moteur Peugeot après un premier podium à Imola. Enfin, vous savez qu'à Monaco, tout peut arriver, absolument tout, et que pourquoi pas, s'il y avait des accrochages ou des casses mécaniques, eh bien même une Ferrari pourrait gagner ici. Et vous savez que pour l'instant, les Ferrari sont quand même loin sur le plan de la compétition. Les chiffres de ce Grand Prix, c'est la 552e épreuve du championnat du monde depuis qu'il a été créé. Et nous allons partir pour 78 tours de 3 km et 328 mètres, soit un Grand Prix de 259 km et 584 mètres. Le Grand Prix le plus court de la saison sur le plan du kilométrage, mais l'un des plus longs, puisque la moyenne horaire est ici très élevée. Renault n'a jamais gagné ici. Et naturellement, on s'apprête aussi à suivre la seule Williams Renault engagée, c'est celle de Damon Hill. Tout de suite avec Alain Prost. Alain, les réglages pour ce Grand Prix de Monaco. Alors, les réglages sont des réglages très spéciaux, spécifiques à ce circuit. D'abord, on essaye d'augmenter un petit peu la garde au sol, on relève un petit peu les voitures, parce que c'est un circuit relativement bosselé, mais avec quelques plaques d'égout, par exemple, des obstacles que l'on ne voit pas normalement sur d'autres circuits. Et à partir de ce moment-là, on charge bien entendu au maximum les voitures sur le plan de la pyrodynamique, c'est-à-dire on braque les ailerons, mais les ailerons les plus gros que l'on ait.
Et puis on essaye d'avoir un compromis. En réalité, c'est le compromis entre l'efficacité aérodynamique, mais surtout le confort de conduite, avoir la voiture la plus maniable possible sur ce circuit où il y a des virages très très lents, des freinages en dévers. C'est très important. Le pilote ici a une part déterminante sur la performance de la voiture. Alors j'ai dit tout à l'heure, même une Ferrari peut gagner à Monaco. Je voulais simplement dire que Berger était en 3e position et que de la 3e position, comme Jean Alesi qui lui est en 5e position sur cette grille, et bien de ces deux places-là, on peut également gagner le Grand Prix. Johnny Rive, juste un petit point sur le warm-up. Ce matin, pendant le warm-up, c'est-à-dire la séance de rodage d'une demi-heure, les tout derniers essais avant le Grand Prix, c'est Schumacher qui a confirmé sa suprématie. Il a encore fait le meilleur temps en 1:21,294, précédent de 2 dixièmes de seconde Mika Hakkinen sur la McLaren Peugeot. Mika Hakkinen qui se donc rapprochait en valeur relative de Schumacher, puisqu'il était distancé en qualification de 9 dixièmes et que là, il a réduit l'écart à 2 dixièmes seulement. Damon Hill s'est placé derrière eux, puis Brundle sur l'autre McLaren Peugeot, et ensuite les deux Ferrari. Pour les Français, ont trouvé Comas en 10e position, Beretta en 15e et Panis en 16e position, Bernard un peu plus loin en 20e position, et enfin Belmondo n'a pas été chronométré comme en qualification lors de la dernière séance de qualification. Son moteur a cassé, là c'était carrément à la mise en route, il n'a même pas pu faire un demi-tour contrairement à ce qu'il avait fait samedi, mais il est quand même sur la grille de départ. Alors que nous sommes ici dans le tour de formation de ce Grand Prix de Monaco, l'ultime tour avant la mise en place sur la grille de départ. Et je vous rappelle qu'il y a donc 24 voitures qualifiées seulement, puisque nous avons naturellement des pilotes absents. Ici, avec la caméra embarquée, c'était celle de Mika Hakkinen, et puis ici celle de Gerhard Berger. Cette caméra face avant dans la voiture de l'homme de la pole position qui est à gauche sur votre écran, la Benetton Ford de Michael Schumacher, avec ses points rouges qui vous permettra de la distinguer un peu mieux. La pole position, c'est bien, et ici quand même sa première pole position, c'est un petit peu de pression sur les épaules, Alain? Un petit peu de pression, mais quand même c'est Monaco et il sait que la pole position ici est très très importante, bien entendu pour la place au premier virage qui détermine malgré tout une bonne part du début de course. Le feu rouge dans quelques dixièmes de seconde, il sera suivi du feu vert. Attention, le départ, et c'est parti! Bien, Mika Hakkinen n'aura pas été bien loin dans ce Grand Prix de Monaco, puisqu'il a été expédié directement dans l'échappatoire de Sainte-Dévote, alors qu'il y a une autre voiture arrêtée. Je pense qu'il y a eu un contact entre Damon Hill et Mika Hakkinen, parce que Damon Hill était au ralenti dans la montée. Il s'est fait dépasser par les deux Ferrari que l'on voit ici en 2e et 3e position, derrière Schumacher dans la descente de Mirabeau. Eh bien, nous disions que tout pouvait arriver à Monaco. Vous voyez déjà les deux Ferrari qui sont à la poursuite. L'action ralentit. Schumacher. Oui, c'est Damon Hill qui est un petit peu, avec sa roue avant droite, accroche un peu la roue de Mika Hakkinen qui lui était sur sa ligne. Alors que dans le fond là-bas, je crois qu'il y a eu un contact plus violent avec le rail. Je me demande si ce n'est pas Christian Fittipaldi. Nous y reviendrons alors que nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher qui tutoie les trajectoires ici à la piscine. Schumacher qui s'apprête à boucler ce premier tour en tête, alors que vous aviez raison, Johnny, Damon Hill n'a pas été loin. Regardez son train avant qui est largement endommagé à la suite du contact avec la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen, qui donc a abandonné alors que Schumacher vient de boucler son premier tour de course, suivi par les deux Ferrari. Regardez déjà l'échappée de Michael Schumacher, avec 3 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Berger, 6 secondes et 2 dixièmes sur Jean Alesi, et puis en 4e position Fittipaldi. Donc ce n'est pas lui qui avait touché tout à l'heure dans le rail. Le 5e est Martin Brundle, le 6e Blundell, le 7e Yukio Katayama, le 8e Alboreto, le 9e Comas et le 10e Andrea De Cesaris. 1 Schumacher, 2 Berger, 3 Alesi, 4 Fittipaldi, 5 Brundle, 6 Blundell. C'est Morbidelli, Jean-Louis, qui a dû être arrêté à Sainte-Dévote. C'était une arrose. Et malheureusement pour le Grand Prix, pour l'intérêt du Grand Prix, il se voit décapité dès le premier tour par l'adversaire numéro 1
de Michael Schumacher, c'est-à-dire Hakkinen, dans lequel on pouvait voir un challenger possible, n'est-ce pas Alain? Exactement, on aurait été bien entendu surpris de le voir rivaliser avec Schumacher, en tout cas au début du Grand Prix. Mais ça aurait été intéressant de voir la performance de la McLaren Peugeot sur le circuit aussi tourmenté de Monaco. Et apparemment, d'après les essais de ce matin, il était de plus en plus proche et surtout très motivé. Même Damon Hill qui s'était un peu rapproché aussi au warm-up. Et c'est bien entendu dommage pour l'intérêt sportif. Alors il reste 20 voitures en course pour l'instant. Il y en avait 24 au départ. Alors que nous sommes dans la Ferrari. Celle-ci c'est celle de Gerhard Berger, suivie de celle de Jean Alesi avec les parements jaunes. Schumacher fait manifestement le trou. Il est déjà 4 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Berger. Et Alesi est loin lui aussi, à plus de 4 secondes de Berger. C'est dire que Jean Alesi s'est plaint tout au long du week-end de sa Ferrari, Johnny. Manque de motricité, manque d'adhérence générale des voitures, donc les roues motrices qui patinent en sortie de virage et même les freinages difficiles qui sont obligés de contraindre les pilotes à anticiper un peu leur freinage, à freiner plus tôt qu'ils ne le voudraient, faute d'adhérence. Alors que nous avons des petits problèmes de réseau international, dois-je le préciser. J'ai également une pensée pour Renault qui n'a jamais gagné à Monaco et puis qui, à mon avis, va avoir des difficultés parce que pour l'instant, bien, Panis est en 15e position avec sa Ligier Renault et Eric Bernard 16e. C'est donc loin, trop loin à mon avis pour remonter vers une victoire. Schumacher, toujours en tête avec sa Benetton Ford et qui attaque là son 4e tour de course. La montée de beau rivage. On tire tout droit ici en 6e avant d'arriver au virage de Massenet, Johnny. L'avance de Schumacher qui était de 3 secondes 7 au premier tour, 4 secondes 3 au second tour et maintenant de 5 secondes 7 sur Berger après 3 tours. C'est-à-dire que Schumacher creuse un écart de plus en plus grand avec les Ferrari. Il va pouvoir contrôler la course à sa guise. Alain Prost, dans cette position, se régalerait au plan tactique de mener sa voiture. C'est vrai, mais là je pense que Michael a une voiture tellement superbe en ce moment qu'il va pouvoir le faire sans aucun problème. Par contre, Monaco est quand même un circuit un peu spécial et avec des pièges, vous voulez dire? Des pièges, et donc on ne peut pas gérer son avance exactement de la même manière que sur un autre circuit, notamment un circuit rapide, parce qu'il y a des problèmes de dépassement, il peut y avoir beaucoup de pièges et je pense que Michael voudra prendre certainement une avance assez importante pour éviter tout problème, notamment au changement de pneumatique, car il y en aura certainement, et puis éventuellement derrière un retardataire au bout d'une quinzaine de tours. Il va certainement rattraper un ou deux pilotes. Personnellement, j'avais eu une très très mauvaise expérience une année où j'avais été resté bloqué complètement derrière derrière Shiver de Cesaris, je crois, au virage de la gare, et au point mort, obligé d'attendre que les commissaires dégagent très bien et très vite d'ailleurs les voitures. Donc c'est le genre de mésaventure qui peut arriver à Monaco. Alors que nous sommes maintenant dans le 5e tour de course avec Schumacher qui creuse toujours l'écart. Plus de 7 secondes maintenant sur Berger. Alesi qui a un peu refait le point sur sa Ferrari. Et non, qui se rapproche, oui, mais non, finalement c'était au tour précédent. Là maintenant il est à 12 secondes de Schumacher, c'est-à-dire à 5 secondes de son équipier Gerhard Berger. Manifestement, il y a des problèmes de ce côté-là. Le 4e est toujours Fittipaldi. Le 5e, Brundle, avec la McLaren Peugeot rescapée. Le 6e, Mark Blundell, suivi par Ukyo Katayama, son équipier sur les Tyrrell Yamaha. Le 8e, c'est ce vieux lion d'Alboreto. 9e, Eric Comas, avec cette Larousse Ford, qui est pas mal du tout ici, hein, parce qu'il faut dire que toutes les voitures ont été remises à zéro, puisqu'il n'y a pas d'essai possible ici à Monaco. C'est un circuit non permanent. Et dans ce contexte, eh bien, la Larousse Ford ne s'est pas trop mal débrouillé, cette équipe qui est française, dois-je le rappeler. Et Eric Thomas, 9e, après avoir fait de très très belles performances durant les essais libres. Un peu moins belle que ce qu'il espérait, puisque samedi il a été gêné par une panne d'électronique de boîte de vitesse, mais néanmoins là il s'est bien repris malgré une position moins bonne que celle qu'il espérait sur la grille. Il est 9e, tandis que Jean Alesi doit faire front à la pression qu'exerce sur lui Fittipaldi et Brundle, qui vont lui mener la vie dure, étant donné que juste avant le départ, Jean Alesi disait encore: la tenue de route de la Ferrari est loin de ce que je voudrais qu'elle soit.
Et oui, bien sûr. Alors, je pense que comme il peut se passer énormément de choses, on va tout de suite aller à Paris pour cet écran de publicité et on revient. Retour à Monaco dans le 8e des 78 tours de ce Grand Prix. Alors que Jean Alesi en 3e position résiste toujours et encore à Christian Fittipaldi et à Martin Brundle. C'est-à-dire que la Ferrari résiste à la Rose Ford et à la McLaren Peugeot. On se demande bien entendu ici à Monaco, ça a été l'un des points clés de toutes les discussions sur la sécurité, si il y aura ou non des ravitaillements en carburant et des changements de pneus. Eh bien Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands et vous avez des renseignements là-dessus. Absolument Jean-Louis, je peux vous dire qu'on se prépare à des ravitaillements et à des changements de pneumatiques, au moins un pour la plupart des écuries. Il n'y a pas de pilote qui va faire la distance non-stop, tout simplement parce que les pneumatiques ne sont pas assez performants. Et puis dans certaines équipes on se pose la question de savoir si on peut faire un ou deux ravitaillements. Chez Williams Renault, Bernard Dudot, vous avez dit tout à l'heure que c'était tout à fait envisageable d'en faire deux. Et donc si pour les équipes moyennes il faut attendre un ravitaillement vers le 30e, 35e tour de course, on peut imaginer que certains concurrents fassent deux ravitaillements, auquel cas évidemment ils s'arrêteraient vers le 20e, 25e tour. Ça dépend aussi un petit peu du trafic. Vous savez que les manœuvres de dépassement sont très difficiles ici à Monaco, et s'arrêter au stand pour changer de pneu, anticiper certaines manœuvres, c'est une façon stratégique aussi d'aborder la course. Alors que s'affiche sur vos écrans le classement de ce Grand Prix avec les écarts, et vous voyez qu'il y a maintenant un homme seul en tête, c'est Michael Schumacher avec sa Benetton Ford. Il a 13 secondes et 6 dixièmes d'avance sur la Ferrari de Gerhard Berger. Vient ensuite en 3e position un groupe de chasse mené par Jean Alesi, Christian Fittipaldi et Martin Brundle. Ensuite en 6e position c'est Mark Blundell qui roule un peu en solitaire devant Katayama et puis Alboreto un peu plus loin. Et là, on est avec le dernier peloton emmené par Eric Comas, qui comprend également Johnny Herbert, Rubens Barrichello, Olivier Beretta et Gigi Letto. Gigi Letto qui est en gros travers à l'entrée de la chicane de Barrichello. Et Gigi Letto qui est en compagnie de ce peloton de queue, peut-on dire, où figurent également les deux Ligier, alors qu'il possède la même voiture que Schumacher, mais Letto, qui lui aussi relève d'accident, dit qu'il n'est pas en grande forme ici. Il le dit avec le sourire, il est un petit peu dépité, le pauvre, de se voir comme ça. C'est peut-être moral, c'est peut-être physique. Je ne suis pas en forme, ça ira mieux en Espagne, nous disait-il 1 heure avant le départ. Oui, c'est ce qu'il a confié d'ailleurs au médecin de l'équipe Ferrari qui s'est occupé de lui, puisque vous savez que Letto a été longtemps pilote d'essai chez Ferrari. Et il a confié que peut-être il ne prendrait pas le départ de la course. Alors, les images que vous avez vues sont celles qui proviennent de la caméra de Olivier Beretta. Cette caméra elle est située sur le nez de la voiture. Là on est de nouveau à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher avec 13 secondes et 13 secondes toutes rondes sur Gerhard Berger, ce qui signifie que dans ce tour, eh bien, Berger et sa Ferrari ont gagné 6 dixièmes. Mais à Monaco, il ne faut pas oublier, c'est très spécifique. On peut jouer également les accordéons, comme on dit dans le jargon de la course automobile. Et si vous perdez 1 dixième ou 2 quelque part, vous pouvez les regagner ensuite facilement. Ce qu'il faut vérifier, c'est la cadence de Michael Schumacher. Et pour l'instant, il tourne dans les 1,22, 7 dixièmes, 1,22, 10 dixièmes, 1,22, 9 dixièmes. Vous voyez que tout cela eh bien, est constant et concret. Il compte, après du tout, il compte 13 secondes 6 d'avance sur Berger et 24 secondes 4 sur Jean Alesi qui est toujours 3e devant Fittipaldi, Brundle et Blundell. Michael Schumacher sous le tunnel, c'est là que, à ce freinage-là, que Karl Wendlinger eh bien, est arrivé complètement en travers et a percuté l'îlot central qui délimite la chicane. La chicane du port de Monaco. Alors que le réalisateur, qui n'est autre que notre ami Georges Geoffrey, nous fait quelques plans sur le public très spécial de ce Grand Prix de Monaco. Et nous, pour notre part, eh bien, nous allons jouer au jeu Top Position. Jean-Louis Moncey, nous sommes avec Mika Häkkinen, le héros malheureux de ce début de Grand Prix. Alors Mika, what happens at the start? Well,
God damn it. I tell you, I had a really unfortunate Grand Prix this time. I only managed to get to the first corner because I was behind the Schumacher, braking hard, coming down to second gear, and then I just feeling somebody hitting me really hard on the back. And of course, when somebody hits you hard on the back, it makes your back end come up and to slide. And when back end started sliding, I hit the barrier, I went off. Pierre, traduisez. I don't know yet who it was. Was it Berger or somebody else? It was stupid. I don't know whoever it was, but it was stupid. Big disappointment. Une grosse déception pour Mika Hakkinen, vous l'avez entendu. Jean-Louis, je ne sais pas si vous avez pu traduire les impressions du Finlandais. Absolument pas. Absolument pas, car nous ne les avons pas entendus. J'ai simplement compris que c'était un accrochage stupide, ce que je veux bien croire. Oui, il est très fâché sur Damon Hill qui l'a heurté à l'arrière parce qu'il estime que le premier tour à Monaco à Sainte-Dévote, il n'y a vraiment pas grand-chose à tenter et qu'il était juste derrière Schumacher. Il a freiné normalement quand il a senti une grande secousse à l'arrière de sa McLaren qu'il a envoyé en toupie et il a heurté les glissières dans l'échappatoire de Sainte-Dévote. Ce sont les aléas de ce Grand Prix de Monaco qui est très spécial, on vous l'a dit, tout au long de ce week-end. Alain Schumacher maintenant est dans son 13e tour. Au 12e tour, il avait 14 secondes et 3 dixièmes d'avance. Ça laisse le temps de voir venir. Oui, certainement. Mais vraiment là, voyant passer les voitures, l'accélération notamment à virage de la Rascasse. Il a l'air d'avoir une voiture qui est magnifique sur le plan de la motricité. J'ai pas l'impression qu'il force outre mesure. Berger et Jean, par contre, ont l'air de sauter un petit peu plus. Donc, je crois que normalement, il contrôle la course d'une manière sans vraiment de problème. Maintenant, simplement, les ravitaillements, le changement de pneus vont décider de la tactique à adopter. Après, en tout cas, pour le premier tiers de la course, je pense que les choses sont maintenant établi. Pour revenir à l'accrochage d'Hakkinen, vraiment, je trouve ça dommage parce que ça aurait été très intéressant de voir la McLaren ici. J'ai l'impression que c'est une voiture, vous savez, elle a gagné 9 des 10 derniers Grands Prix ces dernières années. Oui. Et bon, c'est... Vous y êtes pour quelque chose? Oui, mais enfin, Ayrton, moi-même, mais malgré tout, c'est pas étrange. La McLaren est une superbe voiture, peut-être un petit peu plus souple d'une manière générale que les autres voitures, ce qui leur procure un peu plus de grip, d'adhérence à basse vitesse et puis toujours une très bonne motricité. Et c'est dommage parce que sur l'ensemble du Grand Prix, 2 heures, vous savez, presque 2 heures, c'est long et beaucoup de choses peuvent se passer. Eh bien oui, et pour venir appuyer ce que vous dites, Alain, eh bien Schumacher est en tête avec 15 secondes d'avance sur Berger. Et Alesi, lui, est en 3e position. Et juste derrière lui, il y a Fittipaldi et il y a toujours Martin Brundle. Le classement est en train de s'afficher. Voilà, Fittipaldi là-bas et Martin Brundle. Alesi a quand même pris ses distances sur Fittipaldi, malgré les difficultés de route qu'il rencontre, de tenue de route qu'il rencontre avec sa Ferrari. Il a quand même réussi à distancer Fittipaldi. Et la Rose, la prometteuse à Rose, excellente voiture d'une facture assez nouvelle. La voici. En tout cas, allez-y, on peut estimer aussi qu'il puise sur ses propres réserves pour faire cette différence et pour essayer d'arracher les derniers dixièmes de seconde. Mais il faut rappeler qu'il refait son entrée ici dans le monde des Grands Prix après 2 courses d'absence, puisqu'il n'était pas là pour le Grand Prix du Pacifique au Japon et il n'était pas là non plus pour le Grand Prix de Saint-Marin, ce funeste Grand Prix de Saint-Marin à Imola, puisque, je vous le rappelle, Jean avait été victime d'une très grosse sortie de route sur le circuit privé de la Scuderia Ferrari à Mugello, près de Florence, et de problèmes cervicaux, des problèmes de vertèbres, exactement, que le professeur Saillant a soigné à Paris, mais c'est le professeur Saillant qui a donné son feu vert pour ce Grand Prix de Monaco. Il était hors de question qu'Alesi, durement touché, puisse rentrer auparavant. Brundle ici sur la McLaren Peugeot n'est apparemment pas en position de menacer Christian Fittipaldi pour la 4e place qu'occupe le jeune Brésilien. Mais Brundle peut-être réfléchit à toute la distance qui reste encore à parcourir
avant la fin de ce Grand Prix. Et beaucoup de choses peuvent arriver encore. Même si l'avance de Schumacher en tête devant les Ferrari a l'air colossale, c'est un Grand Prix tellement compliqué et qui comporte tellement d'écueils, les dépassements, les nombreux virages, les ravitaillements qui sont très compliqués ici, que tout peut encore arriver, n'est-ce pas, Alain? Oui, c'est vrai, c'est un Grand Prix particulier. Et vous savez, on le voit d'ailleurs pour la lutte pour la 14e place. Entre les 10e et 14e, 4 ou 5 voitures l'une derrière l'autre. Peut-être on peut estimer par exemple que Leto avec la Benetton a une voiture beaucoup plus performante que les pilotes qui le précèdent. Mais ici, c'est pratiquement impossible à doubler. Et c'est vrai que les résultats s'obtiennent, ou en tout cas les dépassements, plutôt dans la deuxième partie de course, là où les pilotes commencent à être un peu plus fatigués, les mécaniques aussi. Et il y a un peu plus d'opportunités pour dépasser ou profiter d'une erreur de l'autre. Alors, vous parlez de la fatigue des pilotes, c'est vrai, vous parlez des mécaniques, c'est surtout les transmissions ici qui... Oui, transmission, les freins. Mais je dirais que la fatigue du pilote a pratiquement un rôle encore plus important à jouer. Alors, selon, bien entendu, la voiture que vous pilotez, parce qu'il y a des voitures plus fatigantes que d'autres. Il y a aussi la position dans laquelle vous vous trouvez, mais si on prend l'exemple de Brundle qui est au début de course, les voitures sont relativement proches et c'est pas vraiment la peine d'être vraiment dans la boîte de vitesse de la voiture qui vous précède, c'est plutôt mieux d'attendre, d'économiser un petit peu les pneumatiques, les freins et la boîte de vitesse et puis effectuer le barreau d'honneur plutôt à la fin. Oui, c'est-à-dire que vous voulez ajouter à ce Grand Prix de vitesse, Alain, une notion d'endurance. C'est pratiquement le seul Grand Prix de l'année où il faut penser à s'économiser un petit peu et à garder un rythme très soutenu sans exagérer parce que la faute en fonction de la fatigue elle est vraiment très possible, surtout en fin de parcours. Pierre Van Dit dans les stands. Oui, Jean-Louis, pour vous signaler que les premiers ravitaillements sont pour bientôt chez Ferrari avec Gerhard Berger qui devrait s'arrêter 3 à 4 reprises même peut-être. Vous avez remarqué que les Ferrari glissaient beaucoup et qu'elles usent donc leurs pneumatiques. Vous savez que le règlement désormais impose aux mécaniciens de rester à l'intérieur du garage tant que la voiture n'est pas immobilisée devant le stand. Chez Ferrari, tout est prêt. Les pistolets pneumatiques sont en place, mais les mécaniciens sont à l'intérieur du garage, attendant, guettant le premier arrêt. Et là, on suit à l'écran, on suit la bagarre qui oppose Barrichello, Beretta et Leto. Beretta qui est un jeune monégasque, c'est la première fois qu'il court en Formule 1 sur le circuit de Monaco chez lui. Et il est en pleine bagarre avec Barrichello, il essaie de le devancer. Et sur ce circuit où l'on dit que l'expérience compte énormément, voici Damon Hill, bien déçu, qui rentre à son stand à pied. Sur ce circuit où l'on dit que l'expérience compte plus que sur tout autre circuit de la saison de Formule 1, eh bien on verra si Beretta, bien que chez lui, doit payer son manque d'expérience ou bien peut arriver à le surmonter. En tout cas, en tête, Schumacher est dans son 17e tour, Berger toujours deuxième, 3 Alesi, 4 Fittipaldi, 5 Brundle, 6 Blundell, 7 Alboreto, 8 De Cesaris, 9 Katayama, 10 Comas. Avec la Rousse à moteur fort, le 11e est Herbert, le 12e Barrichello, le 13e est Beretta, le 14e est Leto, c'est ce que nous voyons en ce moment. Le 15e est Panis et le 16e Bernard, ce sont les deux Ligier Renault. Et puis le 17e est Brabham, le 18e Lamy, le 19e Gachot, le 20e Belmondo. Schumacher, lui, est bien en train de faire sa route puisque déjà Bernard, Brabham, Lamy, Gachot et Belmondo lui ont concédé un tour. Il va arriver bientôt, il va bientôt talonner le groupe auquel on assiste à bagarre de Beretta, Barrichello et Leto, et Schumacher se rapproche d'eux. Alors là, le dépassement sera difficile parce que ces trois hommes sont plus occupés à regarder ce qui se passe devant eux que derrière, et on va voir comment Schumacher réussit à franchir cet obstacle. Surtout pour Beretta qui voit derrière lui une Benetton et qui n'est pas censé reconnaître si c'est celle de Schumacher ou celle de Leto. Alors il saura que celle de Schumacher, ce sont les points rouges. D'ailleurs Leto lui l'a très bien vu et il a fait signe à son équipier d'une façon très sportive de passer. Et voilà donc Schumacher à l'assaut d'Olivier Beretta. Il a pris ça, comme l'indique le classement, un tour d'avance. C'est intéressant à suivre ça, car c'est l'action même de ce Grand Prix de Monaco. Les dépassements ici, il y a fort peu d'endroits, peut-être en bas là-bas à Mirabeau.
on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un endroit privilégié. Oui. Ça dépend beaucoup je dirais, du pilote qui est doublé. La bonne volonté. Si, voilà, s'il met un peu de bonne volonté, peut-être ici à Mirabeau dans certains cas, mais attention, toujours avec beaucoup de précautions quand même. Là où ça se complique, c'est que Barrichello et Beretta prenaient un tour à Belmondo, lequel concède son second tour. Il laisse passer Schumacher. Et oui, bien sûr. Et c'est là que c'est aussi dangereux parce que souvent un pilote laisse passer un autre, mais ne voit pas le troisième. C'est ce qui fait toute la difficulté ici de ce circuit. En réalité, Belmondo s'était écarté devant Leto et non pas devant Schumacher qu'il avait déjà passé. Et le problème pour Schumacher, ça va être de doubler les voitures qui le précèdent parce que certains pilotes vont croire que c'est Leto qui est toujours derrière eux. C'est ce que nous venons de dire, Pierre, et justement, on s'apprête à regarder ça de très très près parce que Beretta est tout à sa poursuite. Schumacher vient de freiner très très juste, il a à peine évité le blocage. Et il perd du temps Schumacher parce qu'au lieu de tourner en 1,21,6 ou 7, il tourne en 1,23,5. Il perd à peu près 2 secondes au tour. Exactement, c'est là où il y a un rôle tactique à jouer. S'il doit s'arrêter éventuellement un peu plus tôt pour ravitailler et changer de pneumatique, plutôt que d'être bloqué et de perdre une bonne seconde au tour par rapport à Berger. Visiblement, Beretta ne l'a pas reconnu et il pense avoir affaire à Leto. D'une part, et deuxièmement, il n'y a pas assez de différence de puissance entre le moteur de Beretta et le moteur de Schumacher pour que celui-ci, à la réaccélération, puisse faire la différence pour arriver par exemple à côté au freinage de Sainte-Dévote. 1,26 et Beretta ferme la porte croyant faire obstacle à Leto. Et Schumacher a tourné en 1,26, c'est-à-dire qu'il est à 4 secondes et demie de ses temps moyens. Johnny, c'est simple. Schumacher avait 15 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Berger. Il a maintenant 12 secondes et 6 dixièmes. Mais on se met sans doute à la place de Schumacher. Ce serait trop stupide de risquer quelque chose. Voilà. C'est non, il ne l'a pas. S'il l'a vu. Oh, le freinage retardé. La Beretta, d'ailleurs, ça l'a laissé pantois. Il s'est dit, mais c'était Schumacher. Alors là, on a vu quelque chose de très très beau. On a vu Schumacher attaquer, Beretta retardé au maximum. Et Schumacher se donnait encore 1 ou 2 mètres de plus au freinage. C'était vraiment formidable. Schumacher va donc maintenant partir à l'assaut de Barrichello, à qui on montre les drapeaux bleus. Barrichello qui s'écarte très sportivement, bravo. Il a reconnu, lui, qui était le leader de la course. Et maintenant, eh bien, Schumacher va devoir rejoindre Herbert et Comas. C'est dans ces cas de figure, sans doute, que les commissaires de piste doivent faire preuve d'un grand discernement pour faire comprendre au pilote qu'il est rejoint, non pas par quelqu'un avec lequel il se bat, mais peut-être avec quelqu'un qui lui prend un tour à l'air. Exactement, c'est vrai, mais c'est aussi un des problèmes de la réglementation des drapeaux. Parce qu'un drapeau, normalement, on l'agite aussi... Même dans le cas où 2 pilotes se bagarrent, parce que le signe, c'est un pilote tente de vous dépasser. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu ambigu. Et c'est ce qu'on a vu ici. Alors bien entendu, le pilote comme Beretta pensait que c'était Leto derrière. Barrichello a compris tout de suite que c'était Schumacher et il l'a laissé passer. Et on a vu dans le dernier tour, il a tourné en 1,26,0, c'est-à-dire il a perdu à peu près 4 secondes par rapport au temps qu'il est capable de faire tout seul, ce qui est énorme. Herbert et Comas ont bien compris le message alors qu'on s'apprête dans les stands à ravitailler. Messieurs, je dois vous signaler qu'il y a le drapeau bleu présenté et le drapeau bleu agité, et même agité très violemment. Alors quand il est agité violemment, quand même, je pense que le pilote doit être en mesure de pouvoir obtempérer. Exactement, normalement c'est ça, mais c'est pas toujours évident, je vais vous dire, dans les rues de Monaco, de voir si le drapeau est mobile ou un peu agité ou beaucoup agité. Exactement, alors que le classement s'affiche sur vos écrans. Schumacher, Berger à 13 secondes et 7 dixièmes, Alesi 3e à 30 secondes, Fittipaldi à 34 secondes, Brundle 36. Pierre Brundle qui va rentrer au stand, c'est sans doute lui le premier qui va ravitailler. En tout cas, les pneumatiques sont sortis des couvertures chauffantes chez McLaren Peugeot. Martin Brundle qui a fait un début de course un petit peu en demi-teinte. Et le voilà dans la chicane de ralentissement à l'entrée des stands. Premier arrêt pour Martin Brundle et la McLaren Peugeot numéro 8. Et top pour Brundle. On va chronométrer son arrêt. Voilà. Pas d'incident notoire et c'est reparti. 8-0 pour Brundle. Voilà, c'est un moment historique
Et vitesse limitée dans les stands, évidemment. Bien sûr. Vous connaissez le nouveau règlement, 80 km/h. Absolument, avec des radars pour mesurer tout ça, mais je me demande comment les pilotes, eux, peuvent voir s'ils roulent ou non à 80 km/h, étant donné qu'il n'y a pas de compteur de vitesse. Eh bien, certaines écuries ont pris des dispositions, certaines écuries ont équipé les voitures de compteurs de vitesse. Et même d'avertisseurs sonores. Et d'autres équipes se sont contentées de dire à leurs pilotes, voilà, pour 80 km/h, il faut que tu sois tel régime en deuxième vitesse. Eh bien, nous avons vécu un moment historique, car c'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'on ravitaille à Monaco. En tout cas, qu'on ravitaille de façon volontaire. Je crois, Jean-Louis, c'est la première fois depuis 1950. Ah bah oui, alors depuis la création du championnat du monde. Eh bien oui, déjà à cette époque-là, ça a été à Monaco, c'était déjà très problématique. Donc pour l'instant, le classement est le suivant. Schumacher devant Berger à 15 secondes. Alési est en 3e position. Fittipaldi 4, Blundell 5, Martin Brundle 6 pour l'instant, mais on va voir le temps qu'il a perdu exactement au moment où il repassera devant la ligne de chronométrage, c'est-à-dire pas loin de nos cabines de commentaires. Ici, c'est la voiture de Gigi Leto qui est en 14e position. Alors, comme les ravitaillements vont sans doute se précipiter, je pense que nous devons aller à Paris. Non, pardon, c'est Schumacher. Nous devons aller à Paris et nous nous retrouverons après ça. Retour à Monaco dans le 25e tour de ce Grand Prix qui en compte 78. Et vous voyez que le classement a changé. Un Schumacher, 2 Alési, tout simplement bien parce que Schumacher en premier a ravitaillé, suivi bien sûr de Gerhard Berger. Et je crois que Dominique Guimond à Paris est prêt à nous remontrer cela. Ça s'est très bien passé. 11 secondes pour Schumacher quand il est rentré. Voici avec une caméra embarquée. Et puis ensuite Berger est rentré lui à son tour. Et le temps fut de 9 secondes. Voilà Schumacher. Un peu long et puis un départ assez doux. Et puis hop, la Ferrari qui rentre. Vous voyez que c'est juste. Vous savez que les team managers ont dû déposer les tours exacts auxquels ils voulaient ravitailler. Berger est reparti un peu plus tôt. Je vais dire son ravitaillement en 8 secondes et demie grosso modo. Et maintenant nous revenons sur les images en direct. De ce fait, eh bien, Schumacher est en tête avec 3 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Jean Alési. Le 3e est Fittipaldi, le 4e Gerhard Berger, le 5e Marc Blundell, le 6e Martin Brundle. Vous savez que Martin a été avec sa McLaren Peugeot le premier pilote à ravitailler et à changer de pneus. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, contrairement à ce qui avait été dit après les incidents d'Imola au ravitaillement, eh bien, les écuries ne doivent pas prévenir à l'avance de quel tour ils vont choisir pour rentrer, puisque effectivement, c'était à peu près ingérable. C'était effectivement une des décisions qui avait peut-être été prise un peu vite. Et lors de la réunion des constructeurs jeudi, il a été décidé de renoncer à cet aspect des choses. Heureusement, parce que je connais un team manager qui avait prévu de déposer un plan de ravitaillement tous les 5 tours exactement. Alors que nous avons ici à l'image celui qui est en 2e position dans ce Grand Prix de Monaco, c'est Jean Alési qui marque ainsi ce retour, alors que Gigi Leto eh bien, est toujours aux prises avec Olivier Beretta. Il s'agit de 2 monégasques, l'un d'adoption, l'autre monégasque pour le bon, c'est Olivier, qui a une caméra dont vous avez pu suivre les évolutions si vous avez regardé Automoto ce matin. C'est une caméra qui est située dans le nez de la voiture et qui nous montre absolument le défilement invraisemblable, irréel de cette piste de Monaco. Nous sommes donc dans la pleine période des ravitaillements. On va en profiter pour faire un petit jeu top position. Avec 36-15 code TF1 pour jouer. Et que Leto est toujours là, lui en 14e position.
C'est un groupe extrêmement serré, composé de Katayama, Comas, Herbert, Barrichello, Beretta, Leto. Tous ces garçons, dont ces trois-là, en tout cas ces coffres, oui, ils sont plus que ça, roue dans roue. Jean-Louis, on peut peut-être s'interroger sur la stratégie choisie par Ferrari, étant donné le temps concédé, l'écart concédé en début de course par Jean Alesi à Gerhard Berger, se demander s'il n'était pas parti avec plus d'essence que Berger, avec la mission de préserver un peu plus ses pneus que Berger. Peut-être même a-t-il choisi des pneus plus durs que Berger, de façon à ne faire qu'un seul arrêt si Berger en fait deux. Voilà. Vous avez fait ça? Je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, on ne sait pas, puisque bien entendu les écuries cachent quand même un petit peu leur jeu. Et ce serait plutôt 3 arrêts pour Berger et 2 pour Alesi, si l'on en croit le stand Ferrari ici, Jean-Louis. D'accord. Oui, Alain, vous auriez fait cette stratégie, vous? Alors, je pense que c'est toujours bien, à partir du moment où les deux pilotes sont d'accord, de jouer un petit peu une stratégie d'équipe et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Surtout qu'à Monaco, il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu, Gerhard a profité un petit peu du fait que Schumacher a été gêné en début de dépassement des attardés pour revenir un petit peu. Et de ce fait, vous savez, c'est très difficile de juger de ce que sera la course avant le départ. Donc d'avoir deux voitures avec une stratégie différente est une bonne chose pour l'équipe. Ravitaillement de Gigi Lendo au volant de la seconde de Benetton Ford, alors que Michael Schumacher revient précisément sur ce groupe d'attardés et qu'il risque encore d'avoir des problèmes de dépassement avec le peloton qui lui fait précisément avec Gigi Lendo qui repart maintenant à 80 km/h comme il se doit. 8 secondes 2, donc Leto qui était vraiment en lutte avec 2, 3, même 4 pilotes devant lui. Pour la 10e place même, on peut imaginer qu'il doublera de ce fait, peut-être un pilote, peut-être deux, du fait de son ravitaillement quand même assez rapide. C'est même un très très beau ravitaillement, alors qu'on vient de voir la Benetton se dérober légèrement dans ce délestage à l'attaque du virage de Massenet qui mène au casino et puis qui mène ici au freinage de Mirabeau. Là, son intérêt, bien entendu, c'est de rouler au maximum pendant les premiers tours, même avec les pneus un petit peu froids, pour essayer de creuser un petit peu l'écart avec les pilotes qui étaient devant lui avant son ravitaillement. En espérant comme ça de voir les rattraper, dépasser, alors que nous avons eu cet écart affiché de 1 seconde et 3 dixièmes. Voilà Leto, cette fois à la chicane. 1 seconde et 3 dixièmes entre Fittipaldi et Berger. Fittipaldi, le jeune Christian, qui est en 3e position du fait de l'arrêt de Gerhard Berger. Ravitaillement de Katayama et de Barrichello. On prend les tops puisqu'ils rentrent ensemble. Katayama, Barrichello, lequel va repartir en premier? On met pas mal d'essence, ça s'éternise pour l'un comme pour l'autre. 20 secondes 8 pour Katayama. Et encore plus pour Barrichello, voilà, qui est énorme. On voit au passage les fameux doubles ailerons que les écuries emploient sur les circuits où il faut énormément d'appui aérodynamique, alors que je vais vous annoncer 1 seconde et 3 dixièmes entre Christian Fittipaldi et Gerhard Berger. Et bien maintenant, les deux hommes sont roue dans roue. Je vous rappelle le classement: 1 Schumacher, 2 Alesi, 3 Fittipaldi. Le voici, 4 Gerhard Berger. Et Berger va sans doute tout faire pour récupérer sa 3e place. Et nous avons là aux prises le plus jeune des représentants du GPDA, avec le plus ancien des pilotes en exercice, puisque je vous rappelle que le Grand Prix Drivers Association a été reformé avec Christian Fittipaldi pour les jeunes, Gerhard Berger pour les pilotes en exercice, Niki Lauda, bien entendu, pour les vieux routiers, et Michael Schumacher. Un GPDA, Alain, que vous auriez reformé vous-même? Une petite parenthèse. Ah, de toute façon, moi je suis favorable à l'association des pilotes, surtout en ce moment. Ils ont de toute façon le support inconditionnel des écuries, des managers. Et donc, bien entendu, si c'est bien organisé, s'ils prennent vraiment les responsabilités, je pense que ça peut être une très très bonne chose pour la Formule 1, car ils vont se faire écouter, notamment au niveau de la sécurité, mais aussi des nouveaux règlements pour le futur, je l'espère. Vous avez parlé un petit peu avec Niki Lauda, votre ancien équipier. Oui, vous auriez pu jouer ce rôle vous-même? Écoutez, moi personnellement, je préférais que
je préférais que ce soit un pilote en activité qui soit élu président des pilotes pour ne pas poser de problème, je dirais, vis-à-vis de la fédération. Maintenant, je peux jouer éventuellement un rôle de médiateur d'un certain côté vis-à-vis de la fédération, puisque j'ai rencontré Max Mosley aujourd'hui et je pense qu'au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'est pas impossible que je travaille un petit peu avec la fédération, peut-être d'une manière en étroite collaboration avec les pilotes et avec les écuries. C'est un projet qu'on est en train de mener à bien. Et ben voilà un scoop, Alain Prost devient médiateur. Non, j'ai pas j'avais dit ça. Mais... non, je plaisantais. Alors que là, il va falloir un médiateur entre Christian Fittipaldi et Gerhard Berger après une tentative très sérieuse de Gerhard au freinage de la chicane. Et tout cela pour le gain de la 3e place. Alors que Schumacher est toujours en tête devant avec 12 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Jean Alesi qui, détrompez-moi, n'a pas ravitaillé, Johnny. Pas encore. Pas encore, mais ça ne saurait tarder parce que chez Ferrari on se prépare. Et je pense qu'au prochain passage de Jean Alesi, la Ferrari numéro 27 viendra ravitailler à son tour. Alors des nouvelles des autres Français, Eric Comas est 9, Olivier Beretta est 11e, les deux Ligier de Panis et Bernard sont 12e et 13e. Après ce point, eh bien, on regarde les 7 dixièmes qui séparent Berger de Fittipaldi. Attention, c'est peut-être là, il n'est pas assez près à mon avis. Freinage spectaculaire, mais il faut rattraper. Pas mal la Ferrari au freinage. Pas mal, mais la voiture de Fittipaldi est aussi assez impressionnante depuis le début de la saison. Circuit rapide ou circuit lent, elle est toujours pas mal placée, toujours à son avantage. Et les deux pilotes ont l'air de faire un travail assez concluant depuis le début de l'année. Alain, nous avons parlé des transmissions, nous avons parlé de l'appui aérodynamique. Il y a aussi la motricité ici en sortie de virage lent, c'est extrêmement important. Oui, très important sur le plan de la performance. Bien sûr qu'avec les ravitaillements, on a la possibilité de changer une fois, 2 fois ou même 3 fois pour certaines écuries de pneumatiques. Mais les pneus arrière souffrent énormément car ils sont en train de patiner, de cirer, comme on dit dans le jargon, à peu près pendant 2 heures. Dès que vous sortez d'un virage, même moyen, puisque les Formule 1 actuels, surtout sans l'antipatinage que l'on a supprimé cette année, eh bien, même en 3e vitesse, 4e par endroit, ont tendance à patiner un petit peu, et bien entendu, des phénomènes d'usure très importants. Alors, je remarque une chose quand même dans les ravitaillements, c'est qu'il y a moins de précipitations, moins de tension dans ces ravitaillements. On a l'impression qu'ici, eh bien, on va prendre un peu de temps, puisque bon, de toute façon, sur la piste, c'est dur d'en gagner naturellement. On va prendre un petit peu de temps pour bien vérifier que tout se passe au mieux. On vient de le voir ça avec l'équipe Larousse qui avait très bien ravitaillé, très bien mené ses opérations et puis qui finalement a un petit peu temporisé. C'est pas plus mal. Alors qu'ici on revient en gros plan sur cette bagarre magistrale qui va nous mettre aux prises, allez-y bientôt, avec Christian Fittipaldi talonné par Gerhard Berger, cet Arrowsford en sandwich entre les deux Ferrari. Voilà qui va très nettement corser les débats, alors que vous savez que le leader de ce Grand Prix de Monaco, pour l'instant leader incontesté, c'est Michael Schumacher avec 15 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Panneau box pour Alesi. Et donc les pneus sont maintenant sortis des couvertures chauffantes. Jean Alesi va ravitailler au prochain passage. Cette fois c'est définitif alors que Marc Blundell sur la Tyrrell Yamaha, très bien placé également, s'arrête à son tour. Le voilà, Marc Blundell est top pour lui. Vous voyez là aussi des ravitaillements assez long, on vérifie bien tout ce qu'il y a dans les radiateurs. 15 secondes 2. Et on repart tout doucement, puisque s'il faut s'arrêter au stand, eh bien, quitte à perdre du temps, vous savez que maintenant il y a un ralentisseur à l'entrée, un ralentisseur à la sortie. Eh bien, prendre 2 secondes supplémentaires pour, par exemple, nettoyer l'entrée d'air des pontons latéraux pour éviter tout risque de surchauffe, car vous savez que maintenant il y a de nombreuses visières supplémentaires qui traînent sur la piste. Les pilotes les arrachent au fur et à mesure du déroulement de la course et que souvent ça vient se ficher dans
dans les entrées de radiateur et que le moteur peut surchauffer. On est prêt chez Ferrari. Dans les arrêts au stand, voici Jean Alesi qui s'arrête à son stand sur son ravitaillement, on va prendre le temps. Avec Fittipaldi également sur la rose qui s'arrête dans le même tour. Alors que Berger, bien sûr, a déjà ravitaillé. Les changements de pneumatique se passent très rapidement, mais c'est effectivement le ravitaillement en carburant qui prend un petit peu plus de temps. Et Fittipaldi est reparti derrière Jean Alesi. Et par conséquent, le classement est une nouvelle fois modifié. Derrière Michael Schumacher et sa Benetton Ford. Schumacher qui est maintenant avec 23 secondes d'avance sur Gerhard Berger. Et le troisième, Johnny, c'est Martin Brundle. Oui, on voit bien évidemment, c'est facile de le voir après, mais que l'intérêt de s'arrêter le plus tôt, puisque Brundle s'est arrêté le premier, eh bien, il a eu l'avantage de profiter de son ravitaillement, donc des pneus plus frais, pour creuser un petit peu l'écart sur Alesi et Fittipaldi. Bon, un ralenti qui m'a fait peur. Je croyais qu'on allait nous remontrer un incident. Non, un accident. Oui, un incident. Jean Alesi a fait attention de bien conserver sa droite. Il a accéléré de façon rectiligne. Il n'a pas du tout gêné Brabham qui passait à hauteur des stands sur sa lancée à 250 km/h à cet instant-là. Oui, bien sûr. C'est un endroit peu propice pour qu'il arrive quelque chose. Alors les arrêts de ravitaillement comptent quand même beaucoup dans les positions des pilotes, puisque on a vu tout à l'heure l'arrêt manqué de Katayama qui restait 20 secondes immobilisé à son temps. On estime qu'un arrêt de 8 secondes au stand coûte en réalité 25 secondes, le temps de décélérer et de réaccélérer. Et Katayama, qui était jusque-là 6/7e, s'est retrouvé 16e pour être resté 20 secondes au lieu de 8 à son stand. Attention, on va bientôt avoir un autre duel dans ce Grand Prix de Monaco, et c'est Jean Alesi talonné par Christian Fittipaldi. Une seconde, moins d'une seconde d'ailleurs entre les deux hommes. Pierre Van Vliet. Arrêt de Michele Alboreto sur la Minardi qui est assez loin, alors que chez Ligier également se prépare à accueillir les Bleus pour le ravitaillement. Eh bien, on va faire un point sur le classement. 1 Schumacher, 2 Berger, 3 Brundle, 4 Alesi, 5 Fittipaldi, 6 De Cesaris, 7 Blundell, 8 Alboreto, 9 Comas, 10 Herbert, 11 Panis, 12 Neto, 13 Bernard, 14 Brabham, 15 Katayama, 16 Beretta, 17 Lamy, 18 Cachot et 19 Belmondo. Apparemment, parmi les premiers, seul De Cesaris ne s'est pas encore arrêté à son stand. Il occupe la 6e place entre Fittipaldi et Blundell. Et voici une Ligier, c'est Panis. L'échappatoire de la chicane. Cet endroit où Van Linger c'est Eric Bernard est sorti de la piste. C'est Eric Bernard. On va voir Johnny, regardez. Freinage, tête à queue. C'est l'incident du pauvre Van Linger, à vitesse un peu plus réduite que Van Linger. Oui. C'était exactement la même attitude. Olivier Panis est au stand pour le changement de pneus et le ravitaillement. Et donc une Ligier Renault de moins, alors que Panis a jailli de son emplacement de ravitaillement, et puis que sur un geste des commissaires de Monaco, il s'est rappelé qu'il ne devait pas dépasser une vitesse excessive. Il est parti plein pot, effectivement, il sera peut-être pénalisé, alors que De Cesaris vient également de s'arrêter pour ravitailler. De Cesaris, le seul parmi les 6 premiers qui ne l'avait pas encore fait. Bernard déçu, fatigué. Et oui, pauvre Eric Bernard, il a un début de saison difficile en ce moment. Après 2 ans d'interruption. Et oui, il faut le dire. Après 2 saisons d'interruption, la suite d'une blessure assez sérieuse. Au Grand Prix subie du à la Japon. jambe au Japon. Il est resté 2 ans écarté des Grands Prix. Et il a effectué sa rentrée cette année chez Ligier. Donc il était essayeur en 1993. Alors que sa Ligier est grutée pour être dégagé là-bas tout au fond derrière l'échappatoire de la chicane. Alors pour l'instant, Jean Alesi, au plan stratégique, a un petit peu perdu
par rapport à Brundle, puisqu'il précédait Brundle avant le premier ravitaillement au stand. Il était 3e et Brundle 4e. Après les ravitaillements, c'est Brundle qui est 3e et Jean Alési est 4e. Mais tout dépend si Brundle doit encore effectuer un ravitaillement et si Jean en a fini avec les arrêts. Alors que Barrichello, oui, a abandonné. Alors Berger, je dois vous signaler quand même qu'il utilise ici un nouveau châssis. Il a un châssis tout neuf, Gerhardt, depuis le Grand Prix de Saint-Marin. Brundle remonte un petit peu sur Berger. Très intéressant, il était à 14 secondes, maintenant il n'est plus qu'à 11 secondes 8. Est-ce que Berger est un petit peu gêné? Brundle est vraiment le pilote de fond et voilà. Pilote de course, un peu moins d'essais. Il avait des problèmes quand il était avec Schumacher chez Benetton. Et c'est un peu pareil, il a toujours du mal à trouver peut-être le bon équilibre, la bonne performance en essai officiel. Par contre, en course, il est assez redoutable. Encore ici, Alain, Brundle avait effectué de très bons essais jusque malheureusement son accident séance qualificative de samedi, au cours de laquelle il a connu des ennuis de transmission. Il ignorait pourquoi sa tenue de route était un petit peu affectée, il ne comprenait plus le comportement de sa voiture. Il s'avère que le différentiel de sa voiture ne fonctionnait pas bien, ce qui occasionnait des patinages intempestifs en sortie de virage. Et de la 3-4e place qu'il occupait, qu'il disputait derrière Hakkinen, il s'était retrouvé 8e sur la grille. Alors il faut bien préciser que la McLaren Peugeot est dotée, je crois que c'est la seule des Formule 1 du plateau, dotée d'un différentiel à réglage et à calage électronique. Et je crois on peut le programmer, non pas à distance bien entendu, mais le pré-programmer avant le départ de la voiture. Et que effectivement à Monaco on doit faire attention à cela plus que tout autre. Takayama arrêté. Oui. En panne sans doute, on a entendu un bruit de moteur qui cédait devant nous. Eh bien il est là, on voit de la fumée qui est en suspension. Dans ce cimetière de voitures depuis le départ naturellement. Alors je reviens au pré-réglage du différentiel électronique de la McLaren. Et si par malheur donc, comme vous le disiez, il survient quelque chose de ce style, eh bien c'est très embêtant. Cela étant dit, on va me dire pré-programmage d'un différentiel, oui c'est vrai, mais si le pilote fait un tête à queue, eh bien il passe devant le stand, il appuie sur le bouton reset, c'est un terme d'informatique, et son différentiel est recalé pour le tour suivant. Jean-Louis, oui. Un petit mot pour vous donner la raison d'abandon de Rubens Barrichello avec la Jordan Hart moteur cassé. Eh bien, Michael Schumacher est en tête de ce Grand Prix devant Gerhard Berger à 28 secondes et Martin Brundle à 37 secondes. Alors qu'ici, nous avons les rapports de vitesse affichés. Ça, en première, je pense que c'est pas le bon rapport, ou alors il a une première extrêmement longue, n'est-ce pas, Alain? Non, c'est deuxième et troisième sortie de chicane. Première, on l'utilise simplement au virage que l'on vient de voir, virage de la Rascasse et virage de la gare. Alors, ce qu'on peut encore, on peut imaginer même seconde selon l'étagement que le pilote veut bien faire pour sa boîte de vitesse. Depuis, vous savez que ce système, eh bien, seul Schumacher et Letton disposent sur leur Benetton Ford. Je crois qu'il y a un petit décalage avec l'affichage de la première et de la deuxième vitesse. Alors qu'il reste 38 tours à parcourir dans ce Grand Prix de Monaco et que nous, eh bien, nous allons à Paris pour nous retrouver après cet écran. À Monaco, dans le 43e des 78 tours de ce Grand Prix. Et il s'en est passé des choses puisque le classement pour l'instant c'est 1 Michael Schumacher, 2 Martin Brundle, 3 Gerhard Berger. Et vous allez voir pourquoi, car Dominique Guimond à Paris nous a recalé les magnétos. Voilà, Schumacher arrive et passe juste dans une trace d'huile laissée par le moteur Yamaha. Et on comprend Blundell qui est furieux. Regardez l'huile qui s'échappe encore de ce moteur Yamaha expirant. Et ça a été extrêmement chaud pour Schumacher. Ce qui s'est passé également, c'est que Berger est parti en tête à queue sur cette huile là-bas dans l'échappatoire de Sainte-Dévote et que Brundle en a profité. Voilà Berger qui repart. Et voilà Brundle derrière à l'attaque, à l'affût. Il ne va pas le lâcher, il est dans Massenet là. Il va plonger à droite Casino et Mirabeau.
Berger va essayer de garder un peu la droite et Brundle n'hésite pas et il passe sur la gauche à l'extérieur comme on dit. Berger s'incline. Voilà pourquoi Martin Brundle est maintenant en deuxième position dans ce Grand Prix de Monaco, alors qu'on revient sur les images de direct. Et donc un Schumacher, 2 Brundle, 3 Berger, 4 Alesi, 5 Fittipaldi, 6 De Cesaris, 7 Alboreto, 8 Leto, 9 Herbert, 10 Beretta, 11 Panis, 12 Comas qui s'est arrêté à son stand pour la première fois pour ravitailler. Le 13e est Brabham, et puis le 14e est Lamy, et le 15e Gachot, le 16e étant Paul Belmondo. Martin Brundle ne va peut-être pas rester longtemps en deuxième position, Jean-Louis, parce que chez McLaren, on est fin prêt pour le recevoir. Et pour un deuxième arrêt, ravitaillement et changement de pneumatique, la McLaren qui roule peut-être avec les réservoirs pas trop remplis. Et en tout cas, la tactique qui a bien fonctionné jusqu'à présent consiste à multiplier les arrêts, en tout cas les anticiper. Et Martin Brundle est attendu lors du prochain passage au stand McLaren. Eh bien écoutez, nous l'avons à l'image avec la caméra embarquée. Le voici qui sort de la piscine, qui va freiner là pour la rascasse. Bientôt Tony Nogues ou bientôt les stands. Non, ce n'est pas pour ce tour-là. Les couvertures chauffantes sont restées sur les pneus, mais les mécaniciens guettent les ordres par radio. Des mécaniciens qui, comme vous pouvez le remarquer, sont sortis de leur stand. Oui, ça aussi c'est une règle qui était probablement impossible à respecter, je crois. Mais grâce à la vitesse limitée dans les stands, eh bien les risques sont d'autant plus limités pour les mécaniciens également. Alors que Paul Belmondo semble se morfondre à son stand sur la Pacifique, n'est-ce pas Johnny? Paul Belmondo qui a sans doute effectué aujourd'hui plus de tours que depuis le début de la saison. Il en est à son 40e tour et je ne sais pas si jusque-là il avait atteint une telle distance étant donné les ennuis qui l'ont accablé le pauvre Paul. Toutes les avanies, c'est-à-dire des triangles de suspension qui sont rentrés dans la coque et puis des moteurs qui ont explosé. En tout cas, bravo Paul pour tenir le coup. Et c'est lui qui ferme la marche, Paul Belmondo, alors que dans le clan des Français, eh bien Comas est 12e et Beretta 10e. Je crois que Beretta, lui aussi, est en train d'effectuer une performance, Johnny. Chez lui, sur son circuit, il s'applique, il a abordé les essais avec beaucoup de circonspection. Il a maîtrisé la fougue qui aurait pu l'inciter à attaquer trop sur un terrain qu'il connaît parfaitement parce qu'il le fréquente quotidiennement et puis parce qu'il a couru en Formule 3. Mais non, il a été pondéré, mesuré, il s'est contenté d'une place modeste en disant attendons, voyons voir. Et aujourd'hui, en course, eh bien, sa bonne connaissance du terrain lui permet de certainement polir ses trajectoires, de ne pas brutaliser sa voiture, et il occupe une très belle position. Alors que nous sommes à bord de la Ferrari de Gerhard Berger en 3e position. Avec, oui Pierre. On a passé la flèche à Martin Brundle lors du dernier passage. Les pneumatiques sont sortis des couvertures chauffantes. C'est donc sérieux cette fois. Pour McLaren Peugeot, Brundle, ravitaillement dans 1 minute environ. Alors Brundle est à 35 secondes de Schumacher, Berger à 41 secondes. Ce ne sera pas suffisant pour permettre à Brundle de repartir en 2e position en gardant sa place, mais il y a toujours des ravitaillements possibles. Johnny. Et puis on verra s'il repart 3e ou 4e, car son avance sur Jean Alesi 4e est actuellement de 32 secondes, et ce qui correspond grosso modo au temps d'un arrêt. Enfin, les arrêts sont coûtent entre 25 et 30 secondes. Alors si l'arrêt dure un petit peu trop, eh bien Jean Alesi aura une petite chance. Peut-être voilà Brundle qui se pointe dans les stands à l'instant même. Voilà, Martin Brundle au stand de McLaren. Attention pour le chrono. Top. Il resserre quelque peu ses harnais, Martin Brundle. Et voilà, c'est reparti. 10-1, doucement. Oui, on voit toujours démarrer à fond le track. Hop, se souvenir que, attention, ne pas dépasser 80 km/h. Pierre. Jean Alesi est derrière, il vire à la rascasse et maintenant seulement à Nogues. Il va repartir derrière Brundle. Alesi
qui est toujours talonné par l'Arose de Christian Fittipaldi. Alors que Gachot est passé devant Brundle, physiquement parlant, on s'entend parce qu'il a 3 tours de retard sur les leaders, Bertrand Gachot. Et j'espère qu'il ne va pas, non, voilà. C'est-à-dire, il a même freiné un peu plus tôt que d'habitude pour laisser passer l'homme qui est pour l'instant en 3e position dans ce Grand Prix de Monaco, exactement au 48e tour. Donc à l'heure présente, la stratégie de McLaren s'avère la bonne par rapport à celle mise sur pied chez Ferrari pour Jean Alesi en tout cas, puisque Brundle, malgré 2 arrêts, se trouve devant Alesi, qui n'en a effectué qu'un. Là, je vais bien sûr demander cela à Alain Prost. McLaren costaud dans les stratégies, de tout temps. Ah oui, il faut reconnaître qu'ils ont toujours été très très bons. Bon, là, c'est vrai que Brundle maintenant est dans une position très très favorable parce qu'il est en pneus frais, avec de l'essence bien sûr par rapport à Jean, mais il est devant, donc il n'a pas de problème de trafic. Il a une vingtaine de secondes de retard sur Berger. Et on a vu tout à l'heure avant le dépassement et avant le ravitaillement qu'il remontait assez fort sur Berger. Donc apparemment il a une voiture qui est un peu plus performante. Donc il a la situation idéale. Il va essayer de revenir ou en tout cas de rester avec le même écart. Et Berger bien entendu devra s'arrêter dans quelques tours. Alors au-delà de tous ces garçons, eh bien nous avons toujours, ne l'oublions pas, Michael Schumacher en tête avec 40 secondes et 4 dixièmes d'avance dans ce Grand Prix de Monaco. Oui, on n'en parle pas beaucoup, oui, mais il calque sa course, c'est vrai, sur les autres. On a vu tout à l'heure Brundle qui était le pilote le plus rapide sur le circuit quand il y avait un petit peu d'huile. Il tournait à ce moment-là en 22, 22,4 et Schumacher tournait en 23. Et puis d'un coup, peut-être en sentant que le second avait changé, ce n'était plus Berger, c'était Brundle, et bien Schumacher a fait 1 ou 2 tours en 21 et quelques, c'est-à-dire qu'il a tendance bien entendu à contrôler la course. Et quand on le voit peu d'ailleurs à l'image, mais quand on voit très bien qu'il passe relativement loin des glissières de sécurité, qu'il contrôle bien entendu son avance. Un garçon impérial alors que là ça se fâche. Est-ce que c'est Jean Alesi en train de montrer le point? Oui, il contrôle parfaitement sa course. Michael Schumacher, très très bien. Et si on ne le voit pas à l'image, c'est que bien sûr il roule en solitaire dans sa poche avec cette Benetton Ford qui pourrait réaliser un score en passe de devenir historique, alors que il y a une Ferrari. Oui, c'est Jean Alesi qui s'arrête avec un capot avant abîmé. Une petite touchette sans doute dans le trafic. On change le museau de la Ferrari numéro 27, mais cela prend du temps. Cela prend du temps et on n'en profite pas pour ravitailler ni pour changer le pneumatique. Allez-y, voilà, l'opération est effectuée, il repart à petite allure modérée. Oui, c'est donc bien Jean Alesi. J'étais un petit peu surpris tout à l'heure parce qu'on voyait à la fois Berger avec une Minardi et puis Alesi, c'était bien lui qui avait levé le poids au moment où il a d'ailleurs touché cette voiture, alors que là c'est David de Brabham qui met pied à terre et qui donc abandonne la Simtech, la seule Simtech en course, puisque ici l'écurie anglaise qui débute n'a pas remplacé. Oh, Christian Fittipaldi, ça c'est dommage. Il était très très bien placé. Très bien placé Christian Fittipaldi, oui Pierre. Oui, il venait prendre l'avantage sur Alesi évidemment. Christian Fittipaldi qui était donc 4e. Alors que dans les stands, on attend le leader, Michael Schumacher, pour un changement de pneumatique et un nouveau ravitaillement. Michael Schumacher sur la Benetton Ford rentre à petite allure. Mais vous le savez, il a de la marge. Plus de 40 secondes d'avance sur Berger et puis Brundle. Et il repart sans problème, Schumacher. Alors justement, on en profite pour faire un jeu top position tout de suite. Ça va, attention aux 80 km/h. Top position.
Et 36-15, code TF1 pour jouer. Un arrêt, oui, extrêmement calme. Vous avez eu raison de le souligner, Pierre. Et bien sûr, c'est comme cela que l'on doit course. Alain Prost disait loin des glissières, avec des freinages un peu plus longs. Et bien oui, et puis aussi avec des ravitaillements faits de beaucoup de précautions. Ici, c'est la sortie des stands. Mais la Ligier Renault, Olivier Panis, c'est bien écarté. Johnny, un petit point sur les Français alors qu'il nous reste 28 tours avant l'arrivée de ce Grand Prix de Monaco. Eh bien, le premier des Français est toujours Jean Alesi, mais Jean Alesi, du fait de son arrêt inopiné pour changer la calandre de sa Ferrari, se retrouve 5e. Il est à un tour de Schumacher et il est précédé par Andrea De Cesaris qui remplace Eddie Irvine chez Jordan. De Cesaris qui était 6e jusque-là, ce qui était déjà une très belle performance pour le Romain qui effectue un intérim et qui se retrouve 4e du fait de l'arrêt d'Alesi et de l'abandon de Fittipaldi. Alors les autres Français, Beretta est 9e à un tour lui aussi. Panis est 10e, il précède Comas 11e, tandis qu'on sait que Eric Bernard a abandonné. Gachot est 14e et Belmondo est 16e à 5 tours. Alors tout à l'heure je parlais d'éventuelles performances historiques pour Michael Schumacher. Eh bien, depuis le début de la saison, Michael Schumacher, c'est 3 grands prix et 3 victoires. Et on va peut-être assister à une 4e victoire. Arrêt de Gerhard Berger sur la Ferrari numéro 28. Arrêt ravitaillement qui était prévu au tour précédent, mais qui a été décalé d'un tour en raison de l'arrêt inopiné de Jean Alesi. Berger qui repart sans incident. Alors qu'il referme parfaitement sa visière pour la rendre totalement étanche. Il sort bien dans sa ligne, ce que n'a pas fait Schumacher tout à l'heure. Johnny. Et voilà. La 10e place derrière Schumacher. Alors on va vérifier au tour suivant. Nous sommes pour l'instant dans le 52e tour. On va vérifier dans le 53e la distance exacte qui sépare les 3 hommes, Schumacher, Brundle et Berger, dans cet ordre. Alors que, puisque nous sommes dans le 53e tour, la fatigue doit commencer à se faire sentir. Ah oui, c'est sûr. C'est là où on verra s'il y a justement une lutte entre 2 pilotes, peut-être quelques petites fautes de pilotage. J'ai l'impression que Brundle, de toute façon, devrait creuser un tout petit peu l'écart, mais Berger va certainement tout faire dans les derniers tours pour revenir sur lui. Alors que c'est Pedro Lamy ici qui est au stand Lotus. Et c'est probablement la dernière fois que l'on revoit cette voiture, puisque normalement au Grand Prix d'Espagne, eh bien, Lotus devrait sortir sa nouvelle 109. Celle-ci, c'est la 107C. Et qu'on se retrouve avec Michael Schumacher en tête de ce Grand Prix de Monaco dans cette Benetton Ford absolument impériale, dont on doit signaler qu'elle est la seule voiture qui n'ait reçu aucune modification pratiquement technique depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très au point. Schumacher qui compte 31 secondes 5 d'avance sur Brundle et 38 secondes 8 sur Berger, tandis que l'écart entre De Cesaris et Jean Alesi, 4e et 5e, n'est que de 4 secondes 7. Donc on peut s'attendre à une empoignade entre De Cesaris et Alesi pour le gain de la 4e place, alors qu'il reste 25 tours environ à effectuer. Gachot qui vient de partir en travers léger dans le virage Anthony Nogues, alors que Schumacher se revient, passe juste là-bas au bout à Sainte-Dévote. Alors plutôt que de regarder les rapports de vitesse, ça n'y est plus. Je vais dire, il vaut mieux regarder la position de la pédale d'accélérateur. Ici c'est un Grand Prix où on roule vraiment avec peu d'accélération à pleine charge. Je crois que c'est de l'ordre de 35% ici. À peu près 35%. Oui, ce qui est le circuit le plus faible de toute la saison. Exactement. Par comparaison avec Hockenheim où on roule à 72 et quelquefois 75%. Arrêt de Gigi Letto sur la seconde Benetton pour son 2e ravitaillement. Changement de pneumatique pour le pilote finlandais qui repart après un très court arrêt. 8 secondes 2, c'est pas mal.
Toujours pareil, départ canon et puis ralentissement. Il ne faut pas caler, mais il ne faut pas non plus écoper d'une pénalisation ou d'une amende. Car Pedro Lamy, lui, a écopé de 5 000 $ d'amende pour avoir été pris à 74 km/h dans les stands au lieu de 50. Alain, sur la route. Ça fait sourire Alain. Oui, ça c'est arrivé, c'est arrivé. Oui, bien sûr, mais bon, il faut dire aussi que le président de l'Automobile Club de Monaco, Michel Bohéry, lui, s'est battu contre les ravitaillements parce qu'il estime naturellement que son circuit n'est pas fait pour cela. Et il est certain que les stands de Monaco qui étaient... Alors c'est Paul Belmondo, oui c'est ça. Les stands de Monaco qui étaient vraiment embouteillés autrefois, eh bien, sont d'une parfaite clarté aujourd'hui. Pour ce qui concerne la course, un gros effort a donc été fait de ce côté-là. Un autre argument de Michel Bohéry, le président du club de Monaco, et qui est partagé par un certain nombre d'observateurs, est que la répétition des ravitaillements trouble un petit peu les spectateurs qui perdent un petit peu le fil de la course et qui n'aident pas à une bonne compréhension des événements qui se déroulent sur la piste. Bien, je crois que c'est Alain Prost ici qui nous a fait remarquer souvent que le deuxième était à un tour et le troisième à 2 tours, hein, c'est ça Alain? Oui, bon là si on voit par exemple entre De Cesaris et Jean qui sont 4e et 5e, je ne suis pas certain moi-même de savoir si Jean doit s'arrêter encore une fois, éventuellement De Cesaris aussi ou pas, parce que c'est difficile de savoir la quantité d'essence que l'on met pour le dernier ravitaillement et donc ça perturbe, je trouve, un petit peu le déroulement de la course en ce qui concerne sa compréhension. Donc surtout à Monaco, je pense personnellement aussi qu'on aurait dû interdire les ravitaillements. Et encore une fois, je le répète, peut-être imaginer ça pour le futur, mais j'ai l'impression que la fédération veut les maintenir. Oui, en tout cas, même si elle souhaite en limiter quelquefois le nombre, on avait cru que c'était l'objet de ces mesures édictées, puis qui ont peu à peu disparu. Un ralentisseur à l'entrée, un ralentisseur à la sortie, une stratégie à déclarer. Alors que nous sommes... retrouver son ami Beretta. Mais je crois qu'ils d'abord ils sont monégasques tous les deux, on peut le dire, parce que Michael Schumacher vit souvent à Monaco. Je crois que Beretta, une fois qu'il a eu compris l'étendue des dégâts, il va probablement là effectuer le plus grand geste possible de façon à ce que Schumacher comprenne que cette fois il l'a reconnu. Oui. Car la Benetton de Michael est très très visible avec ses points rouges et sa mâchoire rouge. Ménage de la chicane. Là où Karl Vanlinger a eu son accident. Karl Vanlinger, dont je répète qu'on ne peut donner absolument aucun pronostic possible, puisque c'est son état même qui l'interdit et ce que le professeur Grimaud, le patron du service de réanimation de l'hôpital Saint-Roch, a parfaitement défini. Les avis médicaux sont tous les mêmes à ce sujet. Aucun pronostic possible pour Karl Vanlinger quant à son futur naturellement, mais on sait que ces nouvelles sont un petit peu meilleures, Denis. Puisque le docteur Grimaud va jusqu'à dire qu'on peut s'attendre au pire, mais on peut également s'attendre au meilleur. Donc il faut croiser les doigts, prier pour Vanlinger et que ce soit le meilleur qui se produise et qu'il arrive pour lui ce qui s'était passé pour le Colombien Roberto Guerrero, qui courait en Formule 1 il y a quelques années et qui est actuellement en Indianapolis, qui est resté pendant 12 jours dans le coma après un choc sur la tête et qui aujourd'hui est à même de courir à nouveau. Alors que c'est Derek Warwick qui va interviewer son pote Marc Blundell. Ils ont été tous les deux par exemple dans l'écurie Peugeot des 24 heures du Mans. Je veux dire que nous sommes ici au-dessus des stands, Jean-Louis, avec plusieurs personnalités, parce que si Derek Warwick travaille pour la BBC, eh bien nous avons Eddie Irvine, ici à côté de moi, qui travaille pour ESPN, la télévision américaine. Eddie Irvine qui va reprendre du service dans 15 jours au Grand Prix d'Espagne. Oui, Eddie Irvine qui a été très rapidement puni, alors que là, Derek interviewait Marc Blundell. Et on se retrouve... Marc Blundell qui est à nos côtés maintenant. Alors. Marc, a good race at the beginning and then what kind of problem? Yeah, the race was very good. Unfortunately, we seem to have an engine or gearbox problem. And that's malheureusement, j'ai eu des problèmes de moteur ou de boîte de vitesse. Et j'ai dû m'arrêter. Ce qu'on avait vu
bien sûr, avec un grand nuage d'huile qui a failli coûter cher à Michael Schumacher d'ailleurs. Il est passé à 2 doigts du rail. Qui a évité la glissière à la sortie de Sainte-Dévote d'extrême justesse. Et l'on peut expliquer le désespoir exprimé par son geste par Mark Blundell au moment de son abandon. Il a surmonté cette déception par le fait qu'alors il était 6e et qu'il était dans les points. Et malheureusement pour un pilote de son niveau qui occupe une place dans une écurie de second plan, être dans les points à 6e, c'est déjà un très beau résultat qui lui a échappé par malchance. Et depuis le début de la saison, Mark Blundell, qui a fait une très très belle saison l'année dernière sur Ligier Renault, n'a pas encore réussi à finir un seul Grand Prix sur sa Tyrrell Yamaha. Alors, un point sur le classement avec, tiens, Bertrand Gachot a abandonné à son tour. Il cherche la sortie du circuit. Bertrand Gachot. Ah ben voilà, c'est la porte. Au revoir monsieur Gachot. Et oui, Pierre Van Vliet, votre presque compatriote, a abandonné. Tout à l'heure, il semblait avoir pas mal de problèmes d'adhérence, pour être précis. Du côté du casino, il va pouvoir rentrer à l'hôtel à pied. Il pourra rentrer chez lui à pied. Alors, 1 Schumacher, 2 Brundle, 3 Berger, 4 De Cesaris, 5 Alesi, 6 Alboreto, 7 Leto, 8 Herbert, 9 Beretta, 10 Panis, 11 Comas, 12 Lamy. Et pour l'instant, nous sommes avec 12 pilotes seulement en course, puisque Paul Belmondo n'est toujours pas reparti. Alors, on va à Paris et on se retrouve après ça. Retour à Monaco dans le 61e des 78 tours de ce Grand Prix. Alors que nous voyageons avec la McLaren Peugeot de Martin Brundle, toujours en 2e position. Alors que vous voyez cette banderole absolument immense qui est au pied du palais. Voilà, Senna, tu nous manques. Prost, protège-les. C'est le message que toute la principauté de Monaco a reçu ce matin. Et on comprend pourquoi, en l'hommage naturellement à cet immense champion disparu, Ayrton Senna, et puis à Alain Prost qui est à nos côtés, très ému bien sûr par toute cette situation qui a entouré ce Grand Prix de Saint-Marin il y a 15 jours. Pour nous, ici c'est la course avec Michael Schumacher, 35 secondes d'avance sur Brundle, le 3e est Berger, il est à 8 secondes de la McLaren Peugeot de Berger. Johnny. Donc il se rapproche. Tout à l'heure, Berger était une dizaine de secondes, puis 8, mais maintenant 7,7 exactement. Et à l'inverse, Jean Alesi qui poursuivait De Cesaris et qui s'était approché à 2 secondes 8 du Romain et figure maintenant à 7 secondes de celui-ci. Donc Berger progresse, Alesi régresse chez Ferrari. Fatigue physique ou fatigue des pneus? Ah oui, peut-être fatigue physique. On parlait tout à l'heure du coup hors antenne. C'est vrai que ce circuit de Monaco est beaucoup moins exigeant qu'un circuit très rapide au niveau du coup à cause de la force centrifuge. Ici, il y a pratiquement pas de circuit très rapide. Par contre, la fatigue générale est quand même très importante. Et Jean, même s'il a tourné 2-3 jours à Furano en essai privé, n'a pas fait les 2 derniers Grands Prix et bien entendu la condition physique eh bien, elle se fait naturellement en conduisant, en courant des Grands Prix. Et il doit être un peu moins affûté que son coéquipier Berger pour l'instant. C'était très visible, pardon Pierre Van Vliet, c'était très visible que Jean avait perdu pas mal de muscles dans les épaules et dans le cou. Et donc, ceci expliquant cela, on peut comprendre qu'il soit fatigué. Pierre Van Vliet. Mais en tout cas, chez Ferrari, ils ont assez de carburant pour aller au bout. Donc il ne sera plus nécessaire de s'arrêter dans le chef de Jean Alesi ou de Gerhard Berger. Bien entendu, l'usure des pneumatiques dépend un peu de quel moment il s'était arrêté auparavant. Et en fonction des écarts, de l'évolution des écarts avec les concurrents qui les précèdent et qui les suivent, il pourrait éventuellement envisager un dernier arrêt avant l'arrivée. Alors que ici, Michael Schumacher s'est débarrassé. Voilà, ça doit être l'abandon de Gachot. Non, c'est Paul ça. C'est Paul. Qui toujours en course, oui, mais qui était hors classement, parce que trop distancé par les hommes de tête après ses nombreux arrêts. Alors qu'on a vu, oui, la Benetton forte de Michael Schumacher aux prises avec une Lotus à moteur Honda Mugen. Schumacher, 35 secondes et 4 dixièmes d'avance. Secondes et 9 dixièmes maintenant sur
Martin Brundle, avec les images de cette caméra embarquée dans le tunnel, puis la sortie du tunnel. Pierre. Oui, Belmondo qui rentre au ralenti. Je crois qu'il a des problèmes de boîte de vitesse sur la Pacifique. Eh bien, après avoir eu des problèmes de moteur, puis des problèmes de châssis, puis des problèmes de triangle, c'est le bout pour cette Pacifique, dont on dit qu'elle va sérieusement être revue, car elle a un loup aérodynamique. C'est aussi bien Bertrand Gachot que Paul Belmondo qui le disent. Et puis après ça, eh bien, on aura peut-être une voiture un peu plus compétitive. Schumacher toujours en tête. Brundle 2, Berger 3, De Cesaris 4, Alesi 5, Alboreto 6, Leto 7, Herbert 8, Beretta 9, Panis 10, Comas 11, Lamy 12. Alors que Berger a un petit peu de retard sur Brundle. Il est à 9 secondes maintenant environ. Et l'on remarque que Leto, le Finlandais Leto, dont le début de course avait été fort timide, fort discret, puisqu'il se battait au niveau de la 15e place avec Beretta, progressivement, il a réussi à tailler la route dans le peloton. Et le voici maintenant 7e, à un tour, mais 7e, derrière Alboreto. Donc à portée d'entrer dans les points, ce qui pour sa rentrée en course après son immobilisation serait tout à fait satisfaisant pour lui, je pense. Oui, vous savez, Johnny, il y a cette spirale de l'incertitude dans laquelle peut plonger un pilote. Et Leto a dû y être jeudi et samedi au cours des essais, car vraiment, lui, il était au fond du trou, alors que Schumacher voltigeait à la tête, à la pointe des Grands Prix et des qualifications. Et je pense que maintenant, Leto a peu à peu retrouvé cette confiance qui a failli lui manquer au cours du week-end. Quand même important de signaler que, en tout cas, les 3 pilotes qui ont eu récemment des accidents, c'est-à-dire Leto, Alesi, Barrichello, n'ont pas été vraiment dans une situation favorable ce week-end à Monaco par rapport notamment à leurs coéquipiers respectifs. Ça prouve bien que les pilotes sont choqués d'un côté mentalement par ce qui s'est passé. Mais après un choc aussi violent que ceux qu'ils ont eu dans les semaines passées, c'est un peu moins évident quand même de revenir au top tout de suite, surtout sur un circuit aussi difficile que Monaco. Alors, oui Pierre. Et encore un arrêt au Lotus. Mais c'est Pedro Lamy qui s'est immobilisé, mais c'est plus grave. C'est pas vraiment pour ravitailler ou pour changer de pneumatique, c'est un problème mécanique pour le jeune Portugais. Ils ont contrôlé le niveau du liquide de frein ou d'embrayage. Et ils ont remis aussitôt la calandre en place sans intervenir. Alors nous avons évoqué le problème de la fatigue des pilotes en fin de course ici à Monaco, plus que nulle part ailleurs. Et Georges Geoffrey nous a fait un plan rapproché des débris de gomme qui jonchent la piste. Et ça, ces débris, Alain, ça veut dire que maintenant il y a une trajectoire de plus en plus resserrée et qu'il est hors de question, attention, ça va être chaud entre ces garçons, il est hors de question de mettre un pneu, seulement un pneu en dehors de la trajectoire. Oui, là vous perdez l'adhérence très rapidement. Et même si vous ne la perdez pas, c'est-à-dire dans les virages relativement serrés, vous prenez un maximum de gomme sur votre pneu et vous perdez de toute façon beaucoup d'adhérence pendant le demi-tour ou même le tour qui suit. Par contre, on voit Jean qui revient un petit peu sur De Cesaris, 3 secondes 9. Alors que Berger a plutôt, lui, décidé peut-être d'assurer la 3e place. Ce qui se passe souvent dans les derniers tours du Grand Prix, c'est que justement, en fonction de votre condition physique, vous pouvez en remettre, comme on dit, ou alors vous assurez votre place parce que vous sentez que peut-être d'aller un peu plus loin dans vos ressources physiques et vous risquez de perdre tout le bénéfice de votre course. Et le facteur qui joue peut-être ici aussi, entre les écarts qui fluctuent, qui se rétrécissent ou qui s'élargissent, ce sont les retardataires qui interviennent et qui freinent l'un puis qui freinent l'autre. Voilà la gomme dont je vous parlais il y a quelques instants. Dans la montée de beau rivage, il y a un chemin tout droit, un seul, à ne pas négliger. Pour la seconde place, ça a l'air réglé maintenant puisque Berger est à 15 secondes. Donc sauf incident mécanique, Brundle devrait rester dans sa position. Par contre, on va voir si Jean, certainement déchaîné dans les derniers tours, et comment il va attaquer surtout De Cesaris.
qui lui est tout heureux de sa 4e place et ça va être de toute façon difficile à dépasser. Berger qui n'arrive pas à se défaire de la Minardi qui le précédait de peu et qui lui a même pris quelques longueurs là, dans ce demi-tour. Ah, il est certain qu'au sein de l'équipe Jordan Hart où Rubens Barrichello est le chouchou, faut bien le dire, eh bien si De Cesaris parvient à marquer des points, il sera une presque victoire. Normalement, Andrea doit remettre le volant de sa Jordan Hart à Eddie Irvine pour le Grand Prix d'Espagne dans 15 jours, car je crois, Johnny, que la punition d'Irvine, c'était 3 Grands Prix de suspension. En théorie, Irvine doit effectuer sa rentrée dans 2 semaines au Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone. Et on verra si l'éventuel bon résultat de De Cesaris influence ou non la décision de Eddie Jordan en ce domaine. Et alors tout à l'heure on parlait avec Alain de l'expérience qui est nécessaire sur un circuit comme Monaco pour amener sa voiture au bout, et on constate que dans les 6 premiers, ce sont des vieux routiers. Maintenant que Senna hélas n'est plus là, maintenant que Mansell est parti en Indianapolis et que Alain Prost préfère effectuer les Grands Prix à nos côtés pour TF1, eh bien les anciens, ce sont Brundle, Berger, De Cesaris, Alesi et Alboreto qui sont 2, 3, 4, 5 et 6. Le plus jeune des anciens, il commence à devenir ancien, Schumacher, est en tête de cette course. Mais derrière lui, ce sont de vieux briscards, puisque je crois qu'entre eux, c'est Alboreto qui compte le plus grand. Non, c'est De Cesaris qui a 198 Grands Prix, qui en est à 199e, qui égale le record personnel de Prost aujourd'hui. Alboreto 182, Berger 151 pour ce qui concerne aujourd'hui, Brundle 118 et Alesi 73. Voilà le nombre des Grands Prix de ces garçons. Quant à Schumacher, eh bien lui, il livre ici son 42e Grand Prix. Effectivement, c'est toujours l'expérience qui parle ici. Et alors à propos d'expérience, Jean-Louis, je peux vous lire quelques statistiques que j'ai établies avant le départ du Grand Prix de Monaco. Au nombre des victoires, Prost avec 51 victoires précédait Senna 41 victoires et Mansell 30 victoires. Et aujourd'hui en course, l'homme qui possède, qui accumule, qui totalise le plus grand nombre de victoires, c'est Berger. Et Berger en compte 8. On est bien loin des 51 victoires d'Alain, des 41 victoires de Senna, 8 victoires pour Berger, c'est l'homme qui en compte le plus. Je suis aux côtés de Christian Fittipaldi qui a abandonné. Christian, un très beau début de course et puis vous avez eu des problèmes. De quel ordre? Yeah, I had a problem with my gearbox. Problème de boîte de vitesse. The car was running well and I reckon that today it was possible to finish in the top 3. C'est dommage parce que la voiture était très bonne aujourd'hui et je pense que j'aurais pu finir sur le podium dans les 3 premiers. Ok, thank you. Merci. Christian Fittipaldi qui était un petit peu trop fatigué pour parler français aujourd'hui. Oui, et puis il faut constater que c'est encore une panne de transmission qui arrête ces arroses, par ailleurs très bien faites dans le domaine aérodynamique. Jean-Louis, je peux vous dire que Jean Alesi est revenu dans les échappements de la Jordan de Cesaris. De Cesaris qui a un petit peu de difficulté dans le trafic. Il en a eu pour doubler la Lotus de Johnny Herbert. Il est maintenant derrière la Larousse de Beretta. Eh bien, pour conclure avec les statistiques que nous donnait Johnny Riff tout à l'heure, je dois ajouter qu'il n'y a pas de champion du monde en course aujourd'hui et que cela ne s'était pas produit depuis 1959 et que par conséquent il faut bien se dire qu'une page a été tournée et cette fois définitivement tournée. Un Schumacher avec 27 secondes d'avance sur Brundle en 2e position, Berger 3e. Johnny. Et pour en finir avec ce style de statistique, on peut dire aujourd'hui aussi que sont en piste uniquement des pilotes qui n'ont jamais gagné à Monaco. Donc celui qui gagnera tout à l'heure inaugurera une nouvelle série. Oui, puisque dans cette hiérarchie, c'est Ayrton Senna 6 victoires, Graham Hill 5 victoires, Alain Prost 4 victoires, je crois. Et puis on pourrait peut-être tirer un coup de chapeau aux Français qui ont gagné à Monaco, puisque si Alain a gagné 4 fois ici au Grand Prix de Monaco, il faut se souvenir que Maurice Trintignant a gagné à 2 reprises en 1955 et 58, et Beltoise et Patrick Depailler ont gagné une fois chacun. De Cesaris est toujours bloqué derrière Beretta et Jean Alesi est maintenant dans son sillage. Mais Beretta l'a enfin vu, il a vu les drapeaux bleus, il s'est écarté. Et les 2 pilotes le dépassent avant Sainte-Dévote. Non, un seul, Alesi n'a pas pu passer, c'était trop loin.
Ce qui donne pour l'instant toujours un Schumacher, 2 Brundle, 3 Berger, 4 De Cesaris, 5 Alesi, 6 Alboreto pour ceux qui doivent marquer des points. Voilà, c'est écrit sur votre écran, l'écart 7 dixièmes, c'est peu, c'est très peu. 8e Beretta, 7e Leto, 8e Beretta, 9e Herbert, 10e Panis, 11e Comas. Jean Alesi aura beaucoup de mal parce qu'on a vu dans le passage du virage du Casino que la Rousse tenait un peu mieux la route que la Ferrari et Jean Alesi a concédé 1 ou 2 longueurs à Beretta. On va voir si là, à l'accélération sous tunnel, le moteur Ferrari prévaut sur le Ford de la Larousse et si au freinage de la chicane, là. Oui, mais c'est tout à fait vrai. On l'a vu en début de course. Voilà, il s'écarte. Il s'écarte, c'est très bien. Mais en tenue de route, c'est assez impressionnant. Il y a des endroits où la Larousse a l'air bien meilleure que beaucoup d'autres voitures. Très bien faite, voiture fine. On a vu que sur les circuits rapides, malgré un moteur un petit peu modeste, elle se débrouillait très bien cette voiture. Pas mal du tout. C'est ce que... On va voir si Jean maintenant revient sur De Cesaris, mais j'ai l'impression qu'il a quand même du mal. Il se bagarre beaucoup avec sa voiture. Et alors revenir, c'est une chose, dépasser, c'est autre chose. J'ai l'impression que De Cesaris est bien accroché à sa 4e place, mais ça va être intéressant. Il nous a fait beaucoup sourire ce matin, Jean Alesi, parce qu'il nous a reproché à Johnny Rive et à moi-même de ne pas être allé le voir. Mais aller voir Jean Alesi quand sa voiture ne part, c'est toujours très délicat. Il était d'une humeur de chien, il faut bien le dire. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite imitation? Oui, quand j'ai vu avant le départ, il m'a dit je peux plus avoir cette voiture. Voilà, donc c'est toujours délicat d'aller voir Jeannot, que là, nous apprécions tout qui prend un tour à Beretta dans la descente de Mirabeau et qui va se rapprocher d'Alesi et de Cesaris sans bagarre. Mais enfin, il n'y a pas d'urgence pour lui. Il compte 23 secondes et demie d'avance sur Berger. Il n'a pas beaucoup d'espoir, sauf incident, de revenir sur Schumacher qui est 34 secondes devant lui. Regardez ce que vient de faire Schumacher, Johnny. Une 21-2. Oui. Qui veut dire qu'il est tout à fait à l'aise. Bon. Et simplement pour lui-même, pour son équipe, éventuellement pour peut-être même pour battre le record du tour, il se permet d'attaquer comme au début de course. C'est assez impressionnant. Il a battu le record du tour. Il a battu le record du tour qui était de 1,21,5. Il a fait 1,21,0. Voilà. Une 21,5 qui appartenait à Senna, à Mansell dans des conditions un peu particulières. L'année en 92 où Mansell avait été arrêté par une roue arrière dévissée. Il avait effectué les 6 ou 7 derniers tours du Grand Prix avec des pneus neufs, ce qui lui avait permis alors de pulvériser le record du tour. On pensait que le record de Mansell était à l'abri. Et bien là, non, Schumacher aujourd'hui réussit à battre de 5 dixièmes un record qu'on croyait inapprochable. Le record en pole position, c'était pareil. Johnny Mansell, 1,19,945. Et bien hier, Michael Schumacher a réalisé un tour en 1,18,560, c'est-à-dire plus de 152 km/h de moyenne sur ce circuit. On peut appeler un circuit qu'on peut également appeler un toboggan. Donc un pilote et une voiture très costaud. Ça, c'est la fameuse caméra sur la voiture d'Olivier Beretta. Peut-être qu'il serait temps que nous savourions un tour complet de Monaco. Vous allez voir, ça peut donner mal à la tête si Georges Geoffrey, notre organisateur, veut bien y revenir. Non, à moins que ce soit après le tunnel. Voilà, la chicane. Accélération vers le bureau de tabac. Et le difficile passage de la piscine, Alain, qui nécessite vraiment beaucoup de précision de pilotage parce que là on frôle deuxième. Beaucoup de dextérité, très dangereux d'ailleurs. Et vraiment pour aller très vite, il ne faut pas hésiter à passer au ras du mur à l'entrée, au ras de la glissière à la sortie, en montant un petit peu sur une petite bordure. Très complexe, mais c'est là en réalité en qualification où vous faites la différence. C'est pas vraiment dans les virages très serrés, mais surtout dans cette partie-là. Et là on arrive à Sainte-Dévote avec un freinage très difficile. 6e, 3e, oui, pour Sainte-Dévote. Et on attaque la montée de beau rivage. 4, 5, 6 en haut avec ce virage, cette attaque du virage Massenet ici, qui fait froid dans le dos. Grand gauche, 4e et puis 3e pour le Casino. Descendre dans Mirabeau, on passe un rapport en rétrograde. En 2e ici, Mirabeau. Épingle de l'ancienne gare, toujours. On aperçoit les îles là, devant. Brundle qui est dans sa ligne de mire. Jean a décroché d'ailleurs, il a décroché un peu par rapport à De Cesaris. Le portier, oui Pierre. Oui, il a effectivement renoncé à aller chercher De Cesaris, Jean Alesi, et il s'est écarté
très sportivement à Noguès pour laisser passer Martin Brundle. Et la McLaren Peugeot qui est en deuxième position toujours, alors que Schumacher a dû baisser de cadence. Il roule de concert avec son équipier J.J. Leto, peut-être pour franchir la ligne d'arrivée, roue dans roue, les deux Benetton ici à Monaco. Cette ligne d'arrivée qui est maintenant extrêmement proche, car nous sommes dans le 74e tour maintenant, et que seuls Schumacher, Brundle et Berger, soit la Benetton Ford, la McLaren Peugeot et la Ferrari sont dans le même tour. De Cesaris, Alesi sont à un tour en même temps qu'Alboreto. Leto est à 2 tours en même temps que Beretta et Panis. Comas est à 3 tours, Herbert à 4 tours. Voilà, vous venez de le dire, Jean-Louis. En ce qui concerne les Français, derrière Jean Alesi qui est 5e, et bien on note dans l'ordre 8e Beretta, 9e Olivier Panis et 10e Eric Comas. Et tous les pilotes restent un peu sur leur position, car maintenant tout le monde tourne aux alentours de 1,24, 1,25, alors que les meilleurs tours variaient de 1,21 à 1,23. Tout le monde doit être un peu fatigué et reste un peu sur les positions pour les 2-3 tours qui restent. Il s'agit maintenant d'assurer. C'est le résultat qu'il faut avoir ici. Alors que chez Benetton Ford, on doit s'apprêter à vivre des moments tendus parce que les derniers tours, c'est quand même quelque chose de très très difficile. À Monaco, par exemple, sur un freinage comme ça, on peut perdre beaucoup. Oui, bien sûr. Il est arrivé de loin pour prendre la Lotus au freinage et quand même il s'est planté. Il nous fait plaisir, Beretta. On le prend pour un pied tendre, un garçon jeune, frais et moulu, mais non, il fait de très belles choses. Très beau ce qu'il fait. Et voilà Schumacher qui vient de prendre un deuxième tour d'avance sur Leto, lequel Leto est quand même aux portes des points. Il est 7e, un abandon devant lui et il entre dans les points. Alors nous sommes maintenant dans le 75e tour de course de Schumacher. Il en restera 3 à faire. Oui, 4 si l'on considère que ce tour-là n'est pas encore achevé par rapport au classement précédent. Le Grand Prix, c'est 78 tours. Il y a 12 voitures en course sur les 24 qui étaient au départ, ce qui fait un déchet de 50% à l'instant. Oui, énorme. Le déchet est toujours important sur le circuit de Monaco où tout souffre beaucoup et notamment les transmissions. En ce qui concerne les organes mécaniques, les transmissions souffrent beaucoup à Monaco en raison des petits coups que les pilotes donnent parfois dans les bordures et qui n'arrangent pas les transmissions. On peut rappeler le souvenir de Johnny Servoz-Gavin qui en 68 avait étonné tout le monde. Oui. Pour un de ses tout premiers Grands Prix, il avait tenu la tête pendant 4 tours et frôlant les glissières d'un peu près. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oui. C'est Leto. Il a laissé passer Leto, oui, dans un endroit tout à fait inattendu d'ailleurs. Pourquoi fait-il ça, Schumacher? Je pense parce qu'il... J'ai eu peur qu'il ait des ennuis. Moi aussi. Je crois qu'il avait ralenti de ça. Que peut-être Leto peut encore aller chercher un point, on ne sait jamais. Et pour éviter, lui, il a certainement l'intention de ralentir un peu pendant les 3 derniers tours. Donc plutôt que de le gêner, parce que Leto ne voudra pas volontairement le dépasser, donc il préfère peut-être qu'il soit devant et contrôler sa course à sa guise pour les 3 derniers tours. C'est tout à fait correct. Je trouve ça intelligent pour lui-même et pour l'équipe. À la limite, c'est mieux de ne pas avoir une voiture derrière soi. Ça, il fait voilà. Ce qu'il veut. Plutôt que devant, parce que quand même, c'est un bon satellite, un bon poisson pilote. Leto, à la circonstance, si par hasard on arrive dans un peloton un peu juste là. Vous parliez de meilleur tour, Johnny, oui, pardon. Non, si vous voulez, j'achève l'histoire de Servoz-Gavin qui en 68 donc a effectué à la surprise générale pour son peut-être premier ou deuxième Grand Prix les 4 premiers tours du Grand Prix de Monaco devant Graham Hill qui était le roi de Monaco à l'époque, avant que Senna le soit. Et il a effectué donc les 4 premiers tours au volant de sa Matra de l'écurie Ken Tyrrell de l'époque en tête du Grand Prix. Et puis à la sortie de la chicane, il a frôlé les glissières, il a cassé un demi-arbre. Oui, c'était la punition irrémédiable. On parlait de meilleur tour, je voulais vous dire que jusqu'à présent, depuis le début de la saison, c'est Schumacher qui les a alignés. Il a fait le meilleur tour à Interlagos, il l'a fait à Aïda, il l'a fait également à Imola. Et comme le disait Pierre Van Vliet tout à l'heure, Alesi semble avoir abdiqué l'espoir de revenir sur De Cesaris. Il roule actuellement à 10 secondes de la Jordan. Il se contente de la 5e place qui lui remportera quand même 2 points au championnat du monde, 2 points de plus. Oh, je vais le défendre un petit peu, Alesi, c'est déjà... qu'il a marqué au Brésil après une course merveilleuse. C'est déjà
pas mal de revenir ici en forme. Regardez ceux qui ont été très touchés, regardez les tours, regardez, allez-y. Donc après tout, il a raison d'assurer un petit peu ce résultat, d'autant que sa voiture paraît instable, en tout cas difficile à conduire. Et d'autant que peut-être à partir du Grand Prix d'Espagne, on va retrouver des Ferrari en meilleure position par rapport au Benetton. Si la fédération s'accroche ferme aux décisions qu'elle a décidé d'appliquer pour le Grand Prix d'Espagne, en réduisant l'effet de sol et la qualité qui manque le plus aux Ferrari. Et si on réduit l'effet de sol, les Ferrari perdront moins que les Formule 1 qui en ont beaucoup. Et donc ça pourrait les rapprocher des Benetton qui sont certainement les Formule 1 qui exploitent le mieux l'effet de sol actuellement, étant donné le règlement technique actuel qui sera remis en cause en Espagne. Jacques X qui a regardé son chronomètre alors que Michael Schumacher est en train de passer son 78e et dernier tour. Michael Schumacher à 2 pas, exactement à maintenant 2 km du bonheur pour une 6e victoire. Il livre ici, Michael, son 42e Grand Prix. Il a emporté 3 victoires depuis le début de la saison sur 3 Grands Prix. Il a conquis hier sa première pole position. Et quelle pole position! Donc Schumacher, que l'on peut voir maintenant sur la voie royale du titre mondial. Oui, 40 points en 4 courses, ça paraît quand même bien barré. Surtout que la voiture est quand même très impressionnante et Schumacher lui-même est très impressionnant. On voit quand même par rapport à Leto, par rapport à son coéquipier. Voilà, les mécaniciens, oui, de Benetton qui vont se précipiter. Oui, Pierre. Oui, je peux vous dire que c'est Tom Walkinshaw qui a demandé à Schumacher de se mettre derrière Leto pour que Leto boucle un tour de plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un Grand Prix de Monaco et peut-être le Finlandais aurait pu aller chercher un point de cette façon. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est le rush final pour Michael Schumacher. Vainqueur donc ici à Monaco, le Grand Prix peut-être le plus prestigieux, en tout cas le plus convoité, c'est sûr. Et maintenant, avec une victoire ici, le jeune prodige allemand fait son entrée, je dirais, sur la scène internationale des Grands Prix. Le deuxième, c'est Martin Brundle avec sa McLaren Peugeot que vous voyez ici. Donc après un premier podium, celui de Mika Häkkinen à Imola avec une 3e place, et bien McLaren Peugeot aborde ici la 2e place, la 2e marche du podium. Et puis toujours là, eh bien oui, les Ferrari, même si elles sont moins compétitives, ce que je vous disais au début de ce reportage, eh bien elles sont là en tout cas dans le domaine de la fiabilité. Je vous disais que même une Ferrari pouvait gagner ici, c'est vrai. Bon, ce n'a pas été le cas puisque Schumacher a fait une course, je crois, absolument parfaite. Et que voilà, Jean Alesi lui aussi a passé la ligne d'arrivée en 5e position derrière